Je m'appelle Olivier Dubois. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021. Il y a un homme qui ouvre la portière passager et tend les mains vers moi directement. Il baisse mon chèche sur les yeux pour que je sois donc aveuglé. Et le chauffeur qui rentre après moi dit ceci: si ton gouvernement et ta famille font ce qu'il faut, tu seras libéré rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là que je comprends que je suis enlevé. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. C'est quoi les premières choses qui te viennent? C'est de la culpabilité. C'est toi, on leur fait une erreur monumentale. Vous savez pas si vous allez passer la nuit, vous savez pas ce qui va se passer. Je suis français, s'il vous plaît, aidez-moi, et ils comprennent pas. Il y en a un qui me saute dessus, ça brise mes lunettes, on me met le chèche autour des yeux, j'entends qu'il charge la Kalachnikov, et j'attends le coup de feu. L'homme que vous allez entendre, c'est Olivier Dubois, un reporter français qui a été otage du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation terroriste présente dans plusieurs pays du Sahel, et notamment au Mali, où Olivier a été enlevé en 2021. Il a été libéré presque 2 ans plus tard, en mars 2023, et depuis il essaye de se reconstruire avec sa famille. Il vient d'écrire un livre pour parler de sa détention, et il a accepté de me raconter son enlèvement, mais aussi comment se sont déroulés ces longs mois aux mains des djihadistes. C'est un entretien un peu plus long que ceux que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais j'avais pas envie de le couper tellement j'ai trouvé son histoire forte et je pense qu'elle va aussi beaucoup vous intéresser. Bon visionnage. Salut Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. On est un peu plus d'1 an et demi après ta libération. Ouais. Comment tu vas? Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'étais quand même assez... J'étais dans l'impact du changement brutal entre la captivité et le retour à la vie normale le 20 mars. Donc tout est arrivé très vite. J'ai le souvenir du bruit, moi, en fait. C'était très calme, beaucoup de silence là-bas. Vous avez des chameaux, des chefs qui passent, vous vivez avec eux. Puis d'un coup, c'était tout le contraire. Et je crois que il fallait un temps pour redescendre et je crois que je suis redescendu. Ouais. Là, depuis 1 an et demi, tu as pris du temps pour toi, tu t'es reposé, tu as pris du temps avec ta famille. Comment tu as organisé un peu ta vie? C'est exactement ça, prendre du temps pour soi, retrouver les siens, parce qu'on ne les a pas vus quasiment pendant 2 ans. Apprendre quelque part à revivre une vie normale. Et puis, comme je disais, atterrir et puis commencer à se retourner sur ce qui s'est passé. Moi, ça s'est fait dans le cadre du livre. Et ça m'a permis de revivre cette histoire dans le détail et de produire un livre, ce qui a été quand même un peu, je dirais, thérapeutique. Ouais. T'as l'impression que c'était il y a très très longtemps? Alors, c'est intéressant comme question. J'ai pas l'impression que c'était très très longtemps, mais j'ai l'impression que ça s'efface progressivement. Et c'est plutôt sain. De ta mémoire? Ouais, de ma mémoire. Mais c'est marrant, il se passait la même chose quand j'étais là-bas. C'est-à-dire que ma vie normale, ma vie ici à Paris ou à Bamako, s'effaçait progressivement. Et je pense que c'est un processus de sauvegarde, de sécurité, qui me permet de pleinement m'adapter à ce qui se passe ou de ne pas garder des séquelles ou des mauvaises pensées de ce qui s'est passé. Après presque 2 ans comme ça dans le désert, est-ce que le quotidien à Paris, ça doit être lunaire en fait, le rythme, la vitesse, tu parlais du bruit, etc. Mais... Alors, on l'a souhaité pendant 2 ans. Quand on est en captivité, on rêve de ça. Donc, c'est pas si lunaire que ça. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me demandais où est-ce que j'étais, enfin, quelle était ma place, en fait, qu'est-ce que je faisais là? Parce que je travaillais pas, j'atterrissais, je revoyais ma famille, et puis j'avais quand même ces images dans la tête, j'avais quand même ces séquences dans la tête. Et c'est le livre qui a vraiment tout structuré, en fait. Je pouvais utiliser ces séquences, les retransmettre, les écrire, les expliquer. Et là, ça a pris un sens. Et puis, ça a ramené aussi l'appétit pour travailler. L'appétit de retourner au journalisme. Quand tu as commencé à écrire, est-ce que tu pouvais refaire quasiment les premiers mois, l'ensemble de ta détention, ou ça revient par bribes, ou c'est juste des souvenirs de temps en temps qui remontent? Il y a des souvenirs qui sont très détaillés. Il y a des séquences qui sont très très détaillées, des moments qu'on garde encore maintenant. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, beaucoup moins là. Alors moi j'avais pris des notes, ça a beaucoup aidé. Et puis j'étais en captivité avec un Sud-Africain, un compagnon de captivité. Et on s'est revus d'ailleurs pour la rédaction de ce bouquin. Pour se revoir d'abord et puis aussi pour la rédaction de ce bouquin. Donc ça m'a aidé à recouvrer la mémoire dans ces parties qui étaient un peu troubles ou qui commençaient à s'effacer. Quelle temporalité tu mets sur ces 700 jours? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'était extrêmement long? Est-ce que ça t'a paru assez rapide au final? Alors c'est une période de temps suspendu, ça m'a pas semblé rapide, mais quand je vois le temps que j'ai passé en captivité par rapport à d'autres captifs, d'autres otages, j'ai relativement fait peu de temps. Si on prend la dernière otage française, elle a fait je crois un peu plus de 3 ans. Si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait 700 jours, quasiment 2 ans. Donc, quand on y est, évidemment, ça paraît long.
On voit les saisons, on voit le temps passer. Enfin, on voit le temps passer. On s'ennuie beaucoup, c'est un mortel ennui, quoi. Et tout paraît très long. Tout paraît s'étirer, tout paraît s'égrener longtemps. Mais ça devient une sorte de mode de vie, on a l'habitude. Et puis moi, je me forçais à casser le temps quelque part, c'est-à-dire à rester actif, avoir l'impression de faire quelque chose tout le temps, pour pas justement être mangé par le temps. Si on pense trop au temps, si on est oisif, si on fait rien, on peut... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut basculer. On n'a pas de défense, on n'a pas d'intérêt, on se laisse porter par ce qui se passe, par eux, par les événements, par la peur. Donc le temps, oui, c'est long et il faut l'occuper. Ouais, faut l'occuper. Enfin, dans mon cas, j'ai essayé de l'occuper. Le Mali, c'est un pays qui est très très peu couvert. Donc j'avoue, en vrai, y a pas beaucoup d'informations qui sortent de là-bas, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des reporters qui vont sur le terrain dans des endroits aussi dangereux. Moi, c'était un concours de circonstances. Je suis arrivé en 2015 au Mali parce que ma compagne y partait. J'avais le choix de rester en France, faire ce que je faisais. Je faisais plus des sujets société ou partir au Mali. Et j'avais suivi les insurrections qu'il y avait eu au nord, les insurrections de Touareg, la rébellion de Touareg de 2012, l'arrivée de la force Serval qui a après donné la force Barkhane. Et c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion quand elle est partie là-bas, quoi. Maintenant, je pense que le conflit, c'est-à-dire que quand Barkhane était là-bas, et la lutte anti-djihadiste, on en a quand même un peu parlé dans nos médias, surtout quand il y avait des chefs djihadistes qui étaient neutralisés. Après, c'est vrai que c'est un pays qui est sous couvert, mais qui est passionnant, parce qu'il y a une diversité ethnique, une diversité de culture, c'est immense. Et puis, c'est un pays central du Sahel, je veux dire, tout par-delà, ce qu'on appelle le ventre mou du Sahel. Il y a des havres djihadistes, des sanctuaires djihadistes importants dans le nord de ce pays. Ouais, bien sûr, central même. Mais au moment où toi, tu vas être enlevé, il y a très très peu de journalistes français et étrangers qui couvrent le pays. On est une poignée, oui, on n'est pas nombreux. On est sur Bamako principalement. Et on n'est pas très très nombreux. C'est fou quand même quand tu sais un peu le rôle qu'a le Mali dans ce qui se passe au Sahel avec les groupes djihadistes, qu'il y ait aussi peu de couverture. C'est vrai que je me l'explique pas, je sais pas, c'est peut-être pas un sujet, l'Afrique en général quelque part, c'est peut-être pas un sujet qui intéresse beaucoup, je sais pas. Pour le coup, le Sahel, j'ai l'impression que c'est passionnant, il se passe énormément de choses et puis c'est important pour nous. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est pas vraiment couvert, c'est pas totalement couvert. Ouais. Comment je suis arrivé à ce sujet ? Moi, j'avais déjà fait un reportage avant sur les Dogons, les chasseurs Dogons, des chasseurs traditionnels qui luttent contre les djihadistes. On était parti avec eux pendant 4 jours, embarqué avec eux. Ça me semblait important de les contacter parce qu'on ne savait pas grand-chose d'eux quelque part. On entendait beaucoup parler d'eux. Et puis, il y avait des exactions sanglantes. On les soupçonnait d'avoir commis plusieurs exactions sanglantes dans le cadre de ces affrontements contre les djihadistes. Il y avait aussi le côté traditionnel, c'est-à-dire ils se battaient, ils remplissaient le devoir traditionnel des chasseurs d'oiseaux, souvent avec des armes traditionnelles d'ailleurs et même de la magie. Il y avait là enfin plein d'ingrédients intéressants pour faire un reportage et expliquer ce qui se passe là-bas. Et bon, donc eux c'est un peu la résistance. Il me semblait intéressant d'essayer d'atteindre des gens qui combattent, donc des djihadistes, pour les faire parler. Et au départ c'était une interview à distance, en audio ou en écrit, avec un chef djihadiste. J'avais un fixeur qui était en contact avec ces gens-là, qui vivait dans ces zones-là, qui me ramenait de l'ambiance, on va dire des informations. Et je l'ai utilisé pour qu'il contacte un de ses chefs, en l'occurrence Abdoulaye Gelbaka, je pense qu'on en reparlera, pour qu'il m'accorde une interview. Et là va commencer des échanges qui vont s'échelonner à peu près sur 1 mois et demi, 2 mois, et qui vont mener à ce rendez-vous le 8 avril 2021. Qu'est-ce qui te pousse au final, parce que c'est quand même un entretien dangereux, qu'est-ce qui te pousse à y aller ? Alors, ce qui me pousse à y aller, c'est avoir complété ce que j'ai fait avec les Dogons pour avoir l'avis, pouvoir parler à une de ces personnes et qui nous explique ce qui se passe. Mais il y a 2 facteurs. Il y a ça, dans la continuité, c'est avec les Dogons. Mais il se passe aussi un affrontement qui est très intéressant entre 2 mouvements majeurs djihadistes que sont l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. GSIM, qui t'ont enlevé. Voilà, GSIM ou GNIM. Une guerre à bas bruit, on n'en parle pas beaucoup, ça fait des déplacés, il y a pas mal de morts, ça se passe dans le nord du pays, on n'a pas beaucoup d'informations. Et moi, j'ai depuis quelques années quelqu'un qui est un fixeur à moi, qui me donne des informations, qui est dans
qui est au cœur de ce qui se passe, qui se trouve dans la zone où ça se passe. Donc il y a une chance de pouvoir déjà toucher ces gens-là. Donc je passe par lui, c'est une bouteille à la mer que j'envoie en premier. Je lui dis, écoute, je sais que tu connais telle personne, peux-tu lui envoyer tel message? Je lui dis que je suis journaliste, que j'ai une dizaine de questions que j'aimerais lui poser sur ce conflit dans la région de Ménaka qui se déroule entre le IGS et le GSIM. Il va passer ce message. Du temps va passer, on va avoir une réponse, et la réponse dit on n'a pas le temps actuellement, il y a des affrontements, nous savons qui tu es, nous reviendrons en gros vers toi ultérieurement. Bon, on en reste là. On relance ça quelques semaines après, et on a une réponse de la personne qu'on cherche à atteindre, qui est ce chef djihadiste Abdoulaye Aguelbaka, qui nous dit « Je serai à Gao », donc Gao, une ville du Nord, tel jour, tel après-midi, il y a eu plusieurs dates. La date finale était le 8, mais il y avait des dates avant. Rencontrons-nous là-bas, parce que si je fais une interview, si je l'accepte, elle ne sera pas à distance, elle sera en direct. À partir de là, moi, j'ai le choix de dire oui ou de dire non. Ma première réaction, c'est de dire non. Pourquoi tu as cette réaction? Parce que je ne comptais pas aller voir un chef djihadiste, trop dangereux. Je pouvais envoyer des questions, et puis l'échange se faisait comme ça. Et puis, j'en parle avec mon fixeur qui, lui, me dit que bon, si ça se fait, c'est dans un appartement, c'est dans Gao, pas à l'extérieur, c'est prévu par son frère. Enfin, on en parle, et les choses peuvent sembler possibles. J'ai dit, écoute, on peut bouger, on peut faire quelque chose là-dessus, mais il me faut des garanties. Il me faut une lettre d'invitation. On sait, enfin les journalistes savent qu'il y a une possibilité de parler à ces gens-là. Il vous faut une lettre d'invitation dans ce cas-là, qui vous assure d'être amené et ramené en sécurité. Je dis, passons par là, demandons une lettre d'invitation. Si j'obtiens cette lettre d'invitation, on verra. Et je reçois cette lettre d'invitation, et à partir de là, les choses se mettent en branle, et c'est prévu pour le 8 avril à 14h au départ, ça a été reculé après, et je débarque fin de matinée à Gao, et je me rends rendez-vous à 14h avec mon fixeur. Toi, cette lettre d'invitation, sur le moment, elle te suffit à te projeter dans quelque chose de suffisamment sécurisé pour toi? Il n'y a pas que ça. Il y a la lettre d'une part, qui est une sorte de garantie, même si on n'a pas, c'est pas une lettre type, c'est pas quelque chose qu'on peut authentifier. C'est quelque chose que j'ai entendu, par exemple, quand j'ai été libéré, on m'a dit, mais comment tu pouvais être sûr que cette lettre était authentique? En fait, comment peut-on l'être? On parle à des gens par un canal spécial, on imagine qu'on parle à la bonne personne, donc que le document que vous recevez est le bon. L'autre chose, c'est que moi, je faisais confiance à mon fixeur. On a un passif ensemble. Juste pour expliquer aux gens, les fixeurs, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais c'est vrai que souvent, quand on travaille avec des gens sur le terrain, dans des zones de conflit qui sont quand même extrêmement dangereuses pour les reporters, les fixeurs, c'est notre lien de confiance, et en général, on met toute notre confiance dans ces gens-là. J'ai fait un doc dessus sur ma chaîne qui est disponible, donc j'en parle très très souvent. Mais pour rappeler aux gens qu'en général, vu que c'est nos seuls liens avec ces gens-là, souvent on met beaucoup de confiance dans ces relations-là. Tout à fait. C'est notre ancre. Le fixeur, c'est celui qui a les contacts, c'est celui qui vous permet d'atteindre les personnes que vous cherchez à atteindre. C'est la personne qui connaît la région, qui connaît le coin. Donc vous pouvez, vous fiez à lui, quoi, en gros. Et puis moi, pour le coup, c'était Salami, c'est quelqu'un que je connaissais. Donc il y a la lettre que j'ai reçue de leur part, la lettre d'invitation, il y a mon fixeur, il y a le fait que ça se passe à Gao, qui est l'une quand même des villes du Mali les plus militarisées. Vous avez un grand camp de la force Barkhane là-bas, vous avez la MINUSMA, vous avez les forces armées maliennes. Tout ça, en tout cas, à ce moment-là, semble OK. C'est possible. Moi, c'est plus ça qui m'aurait rassuré, tu vois, le fait qu'il y ait la base à Gao de l'armée française. J'avoue, ça m'aurait rassuré pour un entretien dans la ville. Voilà. Et en même temps, Gao a essuyé des attaques en son sein, en son cœur, plusieurs fois, avec des bombes, des choses comme ça. Donc c'est une ville qui est ultra sécurisée, mais qui paradoxalement est une passoire, quelque part. Donc c'est très spécial. Après, je crois que le quatrième facteur, c'est l'envie de ramener cette information. On est comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un basculement. Forcément, si on veut aller ramener quelque chose, c'est pas... Donc je pense que c'est tout ça qui me décide à partir à Gao pour le 8 avril, en relative confiance. Ouais. Comment ça se passe une fois que tu arrives à Gao? Il y a un moment d'attente avant d'aller à l'endroit où vous êtes censé vous retrouver. Oui. Tu attends une géolocalisation, quelque chose?
Alors, j'avais rendez-vous. Donc, quand on arrive à l'aéroport de Gao, on doit prendre une navette, un bus pour aller dans une sorte de gare routière. Et c'est là où je devais rejoindre mon fixeur. Il vient me chercher, il me prend en voiture. On avait réservé à l'avance un hôtel qui est l'hôtel des Askia à Gao. Je fais le check-in pour prendre ma chambre. Je m'installe. Mon fixeur va chercher à manger. Moi, je suis totalement dans mes questions parce qu'on a une fenêtre de 45 minutes pour cette interview, ce qui est très court. Ouais, c'est toujours très rapide. Et vous n'avez pas envie de rater les 45 minutes. Donc, je suis vraiment plutôt concentré sur mes notes, sur les objections qu'il pourrait y avoir, sur les barrières. Enfin, j'essaie de tout anticiper pour que ça soit fluide et que ça se passe bien. Est-ce que tu es inquiet ? Non, je suis pas inquiet en fait. Je suis vraiment... Et c'est ça le problème peut-être, parce que le fait de ne pas être inquiet, ça m'a pas donné l'acuité, la perception pour voir des choses qui auraient peut-être été visibles à ce moment-là. Je suis vraiment totalement sur ce que j'ai à faire. Parce que j'ai une toute petite fenêtre. Est-ce que tu penses au risque d'enlèvement ou t'es vraiment que sur l'entretien ? Alors le risque d'enlèvement, j'y pense, mais pas... j'allais dire pas sérieusement. Je me dis pas, oh là, je risque de ouais, ça t'obsède pas, c'est pas... Ouais, c'est pas quelque chose qui grandit et qui nourrit quand... Je pense que tu vois de quoi je parle. Ouais, bien sûr. Quand on est sur le terrain, il vaut mieux pas penser à ce genre de choses-là. Bah, alors, tu vois, pour le coup, c'est marrant, mais moi, il y a plusieurs fois en Syrie, à l'époque de l'État islamique, et même en Irak, où je savais que cette possibilité existait, et j'avoue, ça m'obsédait. Ah ouais. Et à plusieurs reprises, ça m'a fait... ne pas prendre de certains risques. Ça veut pas dire que enfin, tu vois, j'ai fait des trucs très risqués pour autant, mais j'avoue, j'y pensais beaucoup. Peut-être aussi parce qu'il y avait quand même tout le passif des enlèvements de journalistes, des décapitations de journalistes, et qui ont traumatisé, tu vois, la profession. Et je pense que c'était impossible d'une certaine manière à ce moment-là, parce que c'était l'État islamique en Irak et en Syrie, de ne pas être obsédé un peu par ça quand tu étais journaliste. Je pense que c'est plus pour ces raisons-là. Je pense que si j'avais fait une interview aussi avec un cas de l'État islamique, je ne sais pas déjà si j'y serais allé, mais oui, j'aurais été... ouais. Moi, j'avais l'impression que c'était bordé. J'avais l'impression qu'il n'allait pas y avoir de problème. Pour te dire, ce qui me faisait peur, c'était plus le fait de rester... Parce que je devais rester 2 nuits en plus après l'interview. Donc, c'était un jeudi. Je devais rester le jeudi soir, le vendredi soir. Et mon avion, le seul avion de retour qu'il y avait, était le samedi. Et c'est les 2 nuits sur Gao, en tant que Français, dans un hôtel qui me faisait peur. Ça, je pensais beaucoup plus à ça que l'interview qui, pour moi, était calée, machin. Il n'y avait pas... Non, un peu moins. Beaucoup moins même. Donc, je suis assez focus. Je suis même très focus sur ce que j'ai à faire. Mon fixeur va chercher à manger, il revient. Et les choses commencent un petit peu à changer à partir de ce moment-là. On déjeune ensemble et il me dit, écoute Olivier, j'ai reçu un coup de fil, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un changement. Et ce changement, c'est qu'il ne vient plus. Et il était censé traduire l'interview. Alors je lui demande évidemment comment on fait dans ce cas-là. Si tu viens pas, déjà il y a un problème de traduction. Et puis bon, voilà, tu vois, ça dézingue tout, quoi. Et on s'arrête un moment et je lui dis, bah, écoute, moi je te fais confiance, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu es d'ici, tu es de Gao, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas ? Et on avait prévu que s'il y avait le moindre accroc, il m'amenait à un camp des FAMA, les forces armées maliennes, et puis qu'on arrêtait tout. Je dis, est-ce qu'on met ça en œuvre ? Est-ce qu'on arrête tout ? Et il me dit, écoute Olivier, les portes de la ville sont gardées par l'armée malienne, et puis moi, je dois rencontrer la personne que je dois interviewer, donc ce chef djihadiste Abdoulaye Galbaka, après l'interview, parce qu'il est diabétique, et que je lui fais, il est infirmier, je lui fais ses piqûres anti-diabète. Donc je lui demande, donc, est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'on arrête tout ? Parce que tu vois, c'est quand même... Et il me dit, écoute Olivier, je pense qu'il n'y a pas de problème. À partir de là, je dis, ok, je te fais confiance, on y va. Juste que je comprenne bien, il te dit qu'il ne peut pas venir à cet entretien, finalement. Ils lui ont demandé de ne pas venir à cet entretien. Ah Ils ouais. lui ont demandé de ne pas venir à cet entretien. Donc là, je suis seul. Ah ouais. Ouais. C'est chaud. Et donc on en parle, on décide ça. On avait prévu un plan B, je devais rester 2 heures avec eux. Au-delà de 2 heures, c'est qu'il y avait un problème s'il n'avait pas été ramené, ou du moins si je ne l'avais pas contacté. Et là, il avait déjà contacté dans l'armée française, des proches, et puis lancé ce qu'il a dû lancer d'ailleurs directement après. Donc on fait ça. Il s'est passé quelque chose quand même que je relate dans le bouquin et que j'allais oublier là. Dans le moment où il va chercher à manger, donc moi je suis sur mes notes, sur mes questions, et on frappe à la porte.
Et j'attendais personne, et je pense pas que c'était lui qui revenait. Et je vais à la porte et je demande oui, qui est-ce? Personne ne répond. Je demande une seconde fois, on me répond pas. J'en trouve la porte et puis je vois un homme, un Malien sans doute, qui a l'air assez curieux, qui regarde à l'intérieur de ma chambre avant de revenir sur moi et qui s'excuse et qui me dit qu'il cherchait son collègue et qui s'est trompé de chambre. Mais on est dans un couloir où il y avait 3 chambres. Donc c'est dur de se tromper, avec des douches en face. Bon, je referme la porte, puis je trouve ça un peu bizarre, mais je replonge dans ce que je faisais et c'est ça qui m'absorbe. Et après, Souleymane revient. Et donc, on a cette discussion, on se prépare, on sort et je revois cette personne avec son fameux collègue certainement. Il y avait un homme avec lui qui me lance un regard un peu insistant, mais je suis vraiment ailleurs à ce moment-là. On n'est pas. Mais je note ça. Et on s'en va. On prend la route et on se dirige vers le lieu du rendez-vous. On est à peu près après 14 heures. Ce jeudi 8 avril 2021. Putain, c'est ouf comme histoire. Ouah, parce qu'en plus, j'ai tellement l'habitude de ce genre de scène que j'imagine trop le truc avec ton fixeur et tout. Ouah, moi, j'aurais flippé ma race. Je pense que j'aurais annulé direct. C'est marrant parce que j'essaye, maintenant que je te vois réagir par rapport à ça, j'essaye de me souvenir s'il y avait justement de la peur et de l'appréhension. Il y a eu un gros doute, est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que la lettre d'invitation, tu l'as prise aussi? Parce que ça, c'est mon interprétation, mais tu vois, par exemple, une lettre d'invitation dans le monde arabe, etc., quand on te garantit la sécurité, en général, c'est une très grosse preuve de confiance. Est-ce que c'est le cas au Mali aussi? Parce que j'ai jamais bossé au Mali, mais c'est vrai que quand un groupe te garantit la sécurité, dans l'islam, en général, tu es censé être protégé. Alors il y a ça, et puis il y a des précédents, je veux dire, ça arrive souvent, c'est arrivé pas forcément avec des djihadistes, mais plutôt avec des groupes armés, avec des ex-rebelles, les ex-rebelles par exemple, qui s'occupent de toute la sécurité. Quand on va dans le nord, on n'est pas sécurisé par l'armée malienne. Non, bien sûr. On est sécurisé par les groupes qui ont la dominance, qui ont la domination, qui ont la gestion de ces zones-là. Donc ça déjà, ça semble normal, ça semble pas anormal d'avoir une lettre d'invitation. Voilà. Donc ça joue aussi dans mes réactions et dans le choix que j'ai fait certainement. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu montes dans une voiture, c'est ça? On quitte donc l'hôtel, on se rend en périphérie de Gao, on s'arrête au bout d'un moment vers un entrepôt de boissons. Il est en lien avec eux via un petit téléphone et ils sont déjà là. Nous, on est garés. Ils veulent qu'on sorte de l'ombre. Et le transfert, on va dire mon transfert, va se faire au milieu d'une sorte d'avenue, une sorte de route. Et ils viennent en sens inverse. Les deux voitures se croisent. Le chauffeur, je viendrai toujours, yeux rougis, chèche vert, discute rapidement en tamashek certainement avec mon chauffeur, avec mon fixeur. Je sors de la voiture, la dernière chose que je lui dis, c'est tu es mon dernier filet de sécurité. On avait, comme je l'ai dit, un plan au cas où je ne revenais pas. Ça restait une éventualité. Je sors de la voiture et je rentre dans la leur, comme je rentrais dans ta voiture si on se voyait pour aller boire un café. Je m'assois et on part. On démarre en trombe et puis moi je m'absorbe dans mes notes, hein, donc je regarde pas trop la route et tout. Et ce qui va me faire lever la tête au bout d'un moment, c'est qu'on croise un pick-up qui vient vers nous, pick-up identique, donc les pick-up Toyota V6 couleur sable qu'on voit partout, enfin qu'il y a beaucoup dans le nord, utilisés par les groupes armés comme par les djihadistes. Et il y a dans ce pick-up des gens, donc en chèche, en boubou, hein, mais qui ressemblent étrangement à ceux qui sont avec moi. Et je le note et je leur dis tiens c'est marrant, ils sont comme vous. La voiture nous dépasse, et au moment où elle nous dépasse, il y a 3 coups sourds qui sont tapés sur le sommet de l'habitacle par les gens qui sont derrière dans la benne. Ils sont 3 du pick-up, et à partir de ce moment-là, on file à toute vitesse, à grande vitesse. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça va être ça pendant les 3-4 heures de route qu'on va faire. Ah, donc tu sors de Gao direct, en fait. Voilà, déjà, je suis plus dans Gao. Mais je pose la question, je me rends compte que qu'on sort de Gao, petit à petit, les maisons disparaissent, on arrive dans le désert, etc. Et on me dit, oui, l'interview va pas se faire là, ça va se faire plus loin, ne t'inquiète pas, ça va se faire plus loin, ne t'inquiète pas. T'as pas peur à ce moment-là, quand tu vois que tu sors de Gao? C'est déjà arrivé, il y a eu des choses comme ça dans d'autres articles où les djihadistes, par exemple, vous leur donnez les rendez-vous le mardi, ils vous appellent le lundi et vous êtes sommé de venir tout de suite. Ouais, ils cassent le temps. Ça peut... Oui, ça arrive tout le temps. Ouais, et ça, c'était aussi
entre guillemets, un gage de sécurité, je dirais. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas à quoi m'attendre avec eux, mais eux ne savent pas à quoi s'attendre avec moi. Je peux être pisté par Barkhane, suivi par drone. Donc, on est un peu à égalité là-dessus. Donc, ça me semble pas... Sur le moment, ça me semble pas fou. Ça me semble pas dingue, ce qui se passe. Mais ce qui me fait peur, c'est que le temps passe, on roule très vite, et il y a 1 heure qui passe, par exemple. Et moi, je sais qu'au bout de 2 heures, mon fixeur a des instructions pour prévenir tout le monde et dire, là, il y a un problème. Un journaliste français qui est allé faire ceci, cela, n'est pas revenu au moment où il devait revenir. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et le chauffeur qui est là ne parle pas vraiment, il parle pas français. Et je lui dis, écoutez, il y a un problème, je monte Gao, je monte ma montre, je dis Souleymane, dans 2 heures, il appelle Barkhane, enfin voilà. Et il hoche la tête, il fait signe qu'on va lui téléphoner, et il fait signe, j'interprète ça comme après, quoi. Et on continue à filer. Bon. Moi, ce que je me dis rapidement, parce que vous devez... c'était un peu mon souci, c'est s'adapter par rapport à ce qui se passe. Et donc, je me dis, OK, l'interview ne se fait pas à l'heure qui est prévue, elle va se faire ce soir ou dans la nuit, et je serai ramené demain matin à Gao au moment où personne s'y attend, etc. Enfin, ce sera quelque chose comme ça. Et donc, on continue. On roule jusqu'au crépuscule. Et la voiture s'arrête. J'entends beaucoup de voix autour de moi. Il y a un homme qui ouvre la portière passager. Un homme yeux rougis, parce que vous savez, quand vous roulez dans le désert, vous avez les yeux rougis. C'est impressionnant quand on... Évidemment, c'est ça qu'on retient. Et il ouvre la portière et tend les mains vers moi directement. Puis là, j'ai un sursaut. Et il baisse le chèche que j'avais, parce que j'étais grimé comme un Touareg. Il baisse mon chèche sur les yeux pour que je sois donc aveuglé. On me sort de la voiture. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On m'enlève ma montre, on m'enlève mes chaussures. En fait, je me retrouve nu dans le désert avec plein de voix autour de moi, des gens, et tout, etc., des voix que je ne comprends pas. Et on me tend des nouveaux vêtements. Donc, je m'habille avec ces nouveaux vêtements. On me guide, j'ai toujours le chèque sur la tête, on me guide vers une seconde voiture. On me met dans cette seconde voiture. Et le chauffeur qui rentre après moi dit ceci, il dit « Si ton gouvernement et ta famille font ce qu'il faut, tu seras libéré rapidement. » Et c'est à partir de ce moment-là que je comprends que je suis enlevé. Ah ouais, direct. Ouais. C'est la première chose qu'il te dit. C'est la première chose qu'il me dit. Et il y a un autre personnage, une seconde personne qui rentre en passager. Je suis encadré par ces 2 djihadistes et nous partons. Et là, il y a évidemment le moment pour encaisser. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On révise le film. Et je me dis, moi, j'ai une peur. Par contre, là, la peur, elle vient à ce moment-là. Et elle vient par rapport à une question à laquelle il me faut une réponse, qui est « Qui sont-ils » Tu parlais de l'État islamique, tu disais tout à l'heure que tu n'aimerais pas, tu ne ferais pas... Voilà. Et j'ai peur, je ne sais pas avec qui je suis. Et ils me disent qu'ils sont du JNIM, du GSIM. Et je sais qu'à partir de là, je suis un peu plus soulagé, parce que généralement, eux négocient ou vont vouloir tirer quelque chose de moi. Ils ont déjà tué des otages, bien évidemment, mais il y a cette marge-là, en tout cas. Attends, je reviens un tout petit peu en arrière. Tu dois faire une descente d'organes quand tu entends cette phrase. Ouais, alors j'ai pas les souvenirs directs, mais je suis super surpris. Mais tu vois, il y a quelque chose de spécial, c'est que je crois encore aux garanties que j'ai eues. Si tu veux, je suis surpris, j'ai peur, mais je me dis, ok, je suis tombé sur une Katiba qui a appris qu'un Français venait, qui n'a pas été en liaison avec sa hiérarchie, ils savent pas que j'ai été invité. Donc il y a erreur, et s'il y a une erreur, elle vient de leur part. Donc... je me le dis pas, mais ça va venir, ça va être le processus de réflexion qui va venir dans les jours qui viennent, les 3-4 jours qui viennent, c'est une méprise, quand leurs chefs seront au courant, tout ça va rentrer dans l'ordre. Est-ce que tu penses tout de suite à ta famille ? Alors après, oui. Alors, il y a la scène de la voiture, on roule un petit peu, puis au bout d'un moment, on s'arrête, et là, il y a pas mal de monde, je vois une dizaine de motos, ils mettent un tapis sur le sol. Je me souviens, il y avait des déjections de chameaux, de chèvres partout. Je me souviens que c'est ça, je faisais un focus là-dessus. On me sert à bouffer, je peux pas manger. Et puis ils me parlent en même temps. J'écoute pas trop ce qu'ils disent. Et là, je suis vraiment dans ma tête. Et là, je commence à comprendre que je reverrai pas mes enfants, je reverrai pas ma compagne. Et que là, je bascule dans un truc qui est que je contrôle plus, quoi. Mais tout en me disant, ça va... il faut que je me raccroche à quelque chose. En fait, dès le début, tu as tout de suite de l'espoir, en fait. Mais il faut que je me raccroche à ça, sinon on bascule tout de suite, quoi. Et déjà, dans la scène que je te décris, c'est-à-dire quand je suis avec eux et qu'ils me parlent, et que là, j'ai peur, là, j'ai vraiment peur. Mais il faut qu'il reste faut qu'il reste quelque chose, un espoir, comme tu dis. Tes sentiments quand tu penses justement à ta famille, tes enfants, à ce moment-là, c'est quoi les premières choses qui te viennent ? C'est de la culpabilité, c'est de la tristesse, Grand sentiment, le sentiment d'avoir fait une erreur monumentale. De les placer,
ouais, on a l'impression qu'on va leur amener une vague de peur, de chagrin, enfin, immense, quoi. Et tout ça pour avoir voulu faire son travail et certainement l'avoir mal préparé ou quelque chose n'a pas été. Donc vous avez ça que vous gérez, puis vous gérez aussi l'ambiance, quoi. Hein. C'est quand même très spécial. Vous avez des hommes armés autour de vous. Vous savez pas si vous allez passer la nuit. Vous savez pas ce qui va se passer. Donc il y a énormément de choses. C'est un très très grand rush de pensées, d'idées, de peur, d'attention. En même temps, on est focus. Enfin, c'est très spécial. On a envie d'en sortir. On est pris dans une chose qui va durer longtemps, quoi. On sent que ça peut durer longtemps. Même si moi, je me dis, non, mais c'est une méprise. Dans quelques jours, tout ça rentre dans l'ordre. À ce moment-là, tes enfants, ils ont quel âge ? Donc on est en 2021. Celle a 5 ans et demi et Gigi a 13 ans et demi. T'es obligé de tenir, mais en même temps, ça doit être tellement dur de ressentir cette sensation de culpabilité, tu vois. Cette sensation de culpabilité dont tu parles, alors, elle est terrible à ressentir, mais il ne faut pas qu'elle dure, quoi. Faut pas qu'elle dure. Parce qu'on est asservi par ça, on est asservi par la peur, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas... Et puis moi, je crois qu'il y a cette injustice, j'ai pris ça comme une injustice, enfin une trahison, le fait que cette interview ait été l'occasion de pouvoir me kidnapper. Et ça a dû, j'analyse ça après coup par contre, créer une sorte de ressentiment, de colère, d'esprit de revanche, qui a dû un peu nourrir tout ce qui s'est passé après, je pense. L'idée de s'être fait berner, de s'être fait duper et tromper, alors qu'on était en confiance, pas que du fixeur pour le coup, sur la lettre d'invitation aussi. On arrive dans des sortes de sous-bois, et là la captivité elle prend tout son sens avec la chaîne. Moi j'ai jamais été enchaîné, je pense que toi non plus. Donc quand on t'amène une chaîne et qu'on t'enchaîne à un arbre, c'est quand même quelque chose qui est assez violent. Et puis ça acte quelque chose qui est une sorte d'inconnu qui va s'ouvrir et dont on ne connaît rien. Eux ils se mettent à 100 mètres, ils dorment donc en position de me voir, ils dorment à 100 mètres de moi. Et c'est ma première nuit en pleine brousse, sans couverture, sur une natte, dehors, en plein désert. Tout fait peur. Les gens qui sont en face de vous, c'est-à-dire les djihadistes avec leurs armes évidemment, mais le fait de dormir dehors, d'être à découvert, d'entendre des choses qui rampent sur le sol, de sentir des choses sur sa peau, un bruissement de feuilles, tout y passe à ce moment-là. C'est une nuit de terreur, on dort pas. C'est une nuit blanche, et avec la peur du lendemain. La nuit, c'est une sorte, mais c'est pas la première fois, ça arrivera plusieurs fois. Moi, c'est comme ça que je le vivais, mais la nuit, c'est une sorte d'espace, de safe, j'ai envie de dire, timé, quoi, qui a un début, qui a une fin. Quand les gens se réveillent, c'est vos gardiens qui se réveillent, c'est les moudjahidines qui se réveillent, et puis ça peut se passer n'importe quoi. On attend le soir, on attend que la journée passe pour arriver à la nuit. Et la nuit passe, un autre jour arrive, etc., etc. Et là, c'est la première nuit où j'ai ce genre de constatation. J'ai peur du lever du jour. J'ai peur que le jour se lève, parce qu'ils vont se lever. Et je vais rentrer dans cette captivité, je vais rentrer dans cette nouvelle réalité. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si je serai vivant la nuit d'après. Donc ça, c'est... voilà. J'ai pas dormi, j'ai eu très peur. Et j'ai eu très peur que le soleil se lève. Très peur de commencer ce qui allait se mettre en place. La chaîne, elle est où? Elle est à ton pied? À mon pied, ce pied, là. La jambe droite, la cheville droite. La chaîne est extrêmement serrée, elle te fait mal ou... Non, pas tellement, mais en tout cas, elle est faite suffisamment serrée pour pas qu'elle puisse glisser sur le pied, ça, il s'en assure. Après, vous avez différents types de chaînes, mais celle-là, c'est autour de la cheville, hein, donc, et puis attachée à un arbre. 6 mètres de chaîne à peu près. Pourquoi ils se mettent à 100 mètres de toi? Alors, je suis considéré comme un infidèle. Je vais l'apprendre ça après, mais les infidèles, on ne cherche pas à être trop en contact avec eux. Ils ont des directives d'ailleurs. Il ne faut pas trop parler avec nous. Je pense que si j'ai eu pas mal de gens qui parlaient ou l'arabe al-tamaché qui est peu le français, c'est pour justement que je ne parle pas trop avec eux. Puis moi, je posais beaucoup de questions. Donc, il faut une certaine distance quand même avec l'infidèle, ce qu'ils appellent un koufar, kafir. Et puis pour des questions de surveillance, j'imagine, et puis la chaîne. J'ai posé la question, parce que moi, je me dis, mais pourquoi vous m'enchaînez? Il me dit, la réponse qu'il m'a faite, c'était parce que la nuit, tout est différent. Tout peut se passer, tout est différent. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que c'était possible dans le désert comme ça? Pas là. Ça va venir après ça. Pas là. Là, on est à 0, quoi. On est même à -5. Je veux dire, on connaît rien. S'évader, c'est totalement hasardeux, même si ça le sera après. Mais en connaissant plus de choses que là, on est sur l'empire des émotions. Enfin, c'est pas le moment, quoi. Tu t'installes un petit peu en quelque sorte dans ta détention. Est-ce qu'ils te répondent? Est-ce qu'ils te parlent un peu de pourquoi ils t'ont enlevé, ce qu'ils comptent faire de toi?
Alors, pour moi, les 4 premiers jours, c'est trop 4 jours, les 4 premiers jours, ils sont décisifs parce que, on en parlait tout à l'heure, il va y avoir une sorte de basculement chez moi. Je pense que la peur en tant que telle, qui paralyse, qui fait qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment se positionner, on n'ose pas. Tout ça, elle va s'arrêter, je pense, au bout de 3 jours. Pourquoi elle s'arrête au bout de 3 jours? Le lendemain, on est déplacé, ils installent une bâche sous les arbres, ils me mettent dessous. Ils préparent à manger. Et j'ai 3 jours. Durant ces 3 jours, je vais voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment ça se passe. Et je remarque rapidement 2 choses. La première, c'est qu'ils dorment beaucoup. Ils font beaucoup la sieste, ils dorment, ils boivent du thé, ils dorment, quelques patrouilles, mais voilà. Ça, déjà d'une part, et qu'on passe beaucoup de temps à rien faire. Moi, je suis sur une natte 24 heures, quoi. Je peux me lever un peu, je me rassois, il n'y a que ça. Et je me dis rapidement que si je reste dans cet état-là à boire du thé, c'est-à-dire ingurgiter du sucre comme ça 5 fois par jour, en étant captif, en restant sur une natte, je vais dégringoler au niveau de l'état d'esprit. Ça ne va pas aller, parce que c'est eux qui marquent le tempo. Je vais prendre conscience de ça et je vais mettre en œuvre 2 choses. La première, il y a une méprise. Je veux du papier, un stylo, et je vais écrire à votre chef. Au moins qu'on éclaircisse cette méprise ou pas, ça c'est un. Et je vais avoir ça, 3 jours après, on va me donner un stylo, je vais écrire une lettre au chef, en lui rappelant l'invitation, en lui rappelant ce que je venais faire à Gao, ce qui était prévu, et en appelant à la liberté de la presse. Bon. Et je termine la lettre en lui disant, mais on va aller plus loin, puisqu'il s'est passé ça, j'ai été kidnappé, j'estime que vous pourriez me accepter de me recevoir et de répondre aux questions votre cadre n'a pas répondu. Donc accordez-moi une interview. Je termine comme ça. Ils transmettent le papier. Et moi, je me dis rapidement que je ne peux pas rester à rien faire comme ça avec eux, c'est pas possible. Enfin, il faut que je me reprenne, quoi. Parce que je suis vraiment rongé par la peur, enfin, c'est compliqué. Et pour ça, je me mets on va dire, trois grandes directives qui sont faire du sport. Je leur demande rapidement à pouvoir faire du sport. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est ne pas basculer dans un état d'esprit de soumission. J'ai pas fait Voilà, c'est pas moi le problème. C'est eux qui m'ont kidnappé parce que je suis une cible d'opportunité. Donc, ne pas m'en vouloir, ne pas me morfondre, ne pas... Voilà, éviter ça. Et essayer de rester dans un esprit combatif, c'est-à-dire s'occuper, quoi qu'il advienne. Je me souviens qu'au départ, je ne savais pas quoi faire, puis je ne savais pas ce que je pouvais faire. Donc il y avait de l'écorce, je me souviens, je prenais de l'écorce, je faisais des petits bateaux, j'imaginais faire des petits bateaux avec des feuilles, de l'écorce et des tiges de bois pour mon fils, faire des jouets dans l'idée de les lui donner dans quelques jours parce que je sortirais. Ça, c'est les débuts, mais s'occuper, s'occuper l'esprit. Et puis, je suis à l'intérieur, donc les choses continuent. C'est pas une interview, dans ce cas-là c'est un reportage. J'observe, je tente de poser des questions, je fais comme si j'étais au travail. Et ça va me tirer vers le haut, ça va m'occuper l'esprit, et ça va inverser un peu cette position d'otage quelque part. Je suis pas là pour rien, je continue quelque chose, j'ai un but. Et c'est ça que je vais mettre en place à partir du 4e jour et que je vais m'efforcer d'appliquer. C'est fort d'avoir cette réaction. Après, je pense que tous les êtres humains sont différents, ouais. Et tu n'es peut-être pas le seul à avoir ce type de réaction, mais je trouve ça fort d'avoir cette perception de sa prise d'otage aussitôt. Perso, moi, je ne l'explique pas. Avec le recul, la seule chose que j'explique, c'est de me dire, j'ai vécu ça comme une trahison, une injustice, en fait. Il y a eu un côté... Je le comprendrai plus après, quand je tenterai de m'évader, mais il y a eu là un truc qui m'a activé, je pense. Ouais, le dindon de la farce. Je sais pas, il y a eu un truc... Côté revanchard, je pense qu'il y a un peu de ça, et que je ne dois pas le sous-estimer, parce que c'est ce qui a dû porter le reste, en fait. Et je me souviens aussi de cette pensée. Je me suis dit, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester avec eux. J'espérais rester dans une période courte, j'étais encore dans l'espoir que j'allais sortir. Mais si je reste longtemps, ils vont me voler du temps, quoi. Ils vont me voler des années de vie. Donc, il ne faut pas que je revienne, si je reviens... en étant impacté sur les années qu'on va me faire perdre. C'est impossible, j'ai des enfants, c'est pas pour récupérer papa au 36e dessous pendant 2-3 ans, enfin c'est pas possible. Sinon ça veut dire que c'est une double peine. Donc ça veut dire que ça doit se jouer sur place, il faut développer des contre-mesures sur place. Donc là on est dans les 4 premiers jours, tu as commencé tu prends légèrement tes marques, etc., tu te trouves des activités. Est-ce qu'il se passe des choses importantes à tes yeux dans ce premier mois avant la première vidéo? Oui, il se passe des choses importantes. Ce que je constate rapidement, il va y avoir c'est le 3e jour d'ailleurs, il va y avoir un heurt, il va y avoir
sorte de confrontation avec un djihadiste, avec l'un des djihadistes qui m'a pris dans la seconde voiture, celui qui m'a dit si ton gouvernement, ta famille font ce qu'il faut, tu seras libéré. Lui, très vite, je comprends qu'il a des soupçons sur moi. Il pense que je suis un agent français, un agent de renseignement, un agent de Barkhane, un militaire français, mais je travaille pour les Français. Et ils ont chopé quelqu'un qui travaillait pour les Français. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Mais très rapidement, je vois ça. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça me fait peur. Parce que ce qui me fait peur, c'est ce qu'il croit savoir, en fait. Je suis journaliste, j'ai beau lui dire, pour lui, c'est une couverture, je suis un agent français. Et les agents français, c'est vraiment l'ennemi pour eux. Et je me rends compte que j'ai une sorte de... il se passe quelque chose que je contrôle vraiment pas. Je vais pas... j'ai été pris en tant que journaliste, mais je risque d'être tué parce qu'on me prend pour ce que je ne suis pas. Et ça fait vraiment très peur. Et au bout d'un moment, ça explose. Parce que je dis, mais écoute, va sur Internet, va voir, il y a des tas d'articles de moi, il y a des tas de choses. Et je lui dis, il faut être con pour croire le contraire. Et c'est ce mot-là qui va tout faire basculer. Parce que c'est devant ces hommes, je traite de con, ils parlent français. Et il va vouloir, il met un tour de vis pour montrer évidemment qui a le pouvoir et qui dit comment ça se passe. Ça, c'est au 3e jour. C'est-à-dire, je suis tout est. Alors là, je suis enchaîné la journée, je suis rationné sur l'eau, je suis à 400 mètres, ils n'ont plus le droit de me parler. Ils mettent en œuvre des sanctions pour me montrer que c'est lui qui donne le là. D'accord, il t'a pas frappé, il t'a pas violenté. Non. Et le lendemain, donc lui, il part directement, très vexé, on s'entend. À partir de là, je crois qu'il y a une vraie cassure avec lui. Je le reverrai, mais il y aura cette cassure-là. Et les jeunes djihadistes, que je suis gardé par 5 jeunes djihadistes, ils ont entre 18 et 25 ans maximum, dont le chef, en tout cas le leader sur le camp à ce moment-là, est un certain Abou Youssouf. Il est intéressant parce qu'il fait partie des prisonniers qui ont été délivrés dans le cadre de la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronin, qui ont été des otages, délivrés le 9 octobre 2020. Et ils ont été délivrés contre à peu près 200 djihadistes, et il faisait partie, il était dans la liste, Abou Youssouf, de ces 200 djihadistes. Et c'est lui qui me garde sur le camp, c'est lui qui dirige ces jeunes, il restera pas longtemps, je crois qu'Abou Youssouf est resté 4 jours, il part après. Et je vais rester avec ces jeunes-là, qui vont pas appliquer ce que dit Moussa. Je sais pas pourquoi. Rapidement, ils me disent, écoute, nous on t'enchaîne pas le soir, on te fait confiance. Et à partir de là, je vais commencer à poser des questions, et je vais avoir un petit peu de réponses, et les choses vont commencer un petit peu comme ça. La première fois où tu as cette petite victoire de ne pas dormir enchaîné, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu as un petit moment d'espoir? Moi, les chaînes, ça a toujours été un problème. Hein. Ça va devenir même après une sorte... J'ai l'utilisé comme une sorte de résistance quelque part. Mais les chaînes, ça a été un problème. Puis j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de... moi, je suis antillais. J'ai des esclaves dans ma famille, quoi. J'avais l'impression qu'il y a une sorte comme ça de retour. Enfin, c'était assez spécial. Et puis les chaînes, elles vous renvoient à ce que vous êtes sur le coup, c'est-à-dire un otage, quelqu'un qui est captif, qui n'a pas sa liberté de mouvement, qui n'a pas sa liberté de décider. Enfin, je veux dire, la chaîne, ça symbolise vraiment tout ça. Donc moi, j'avais un problème avec les chaînes. Je vais rapidement me mettre des défis, quoi, pour tromper le quotidien et pour tromper l'ambiance, quoi. Et je commence à me planter des défis. Puisqu'ils me font confiance, plus que je peux poser des questions, prenons une question qui va être compliquée, dont on n'a pas la réponse. Et c'est par exemple l'assassinat des 2 journalistes de RFI. Je me dis, tiens, il faut que tu apprennes, que tu saches en leur parlant ce qui s'est passé, ou avoir leur version de l'assassinat des 2 journalistes de RFI. Tu peux mettre un peu de contexte pour les gens qui ne connaissent pas cette Alors, histoire. novembre 2013, 2 journalistes de RFI, Claude Verlan et Guylaine Dupont, partent à Kidal pour un reportage. Ils sont kidnappés par une katiba et exécutés non loin de la ville de Kidal, en pleine fuite, par la katiba qui les a enlevés. Ouais. Voilà. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi, comment les choses sont passées. Il y a des tas de questions qui se posent. Il y a toujours une enquête au cours, une instruction qui est ouverte. L'idée, c'était de se donner, et puis il va y en avoir plusieurs de défis, ça s'en est un, mais essayer de se donner un truc qui va me tenir debout, qui va faire en sorte que je traverse cette journée, que je traverse ça au mieux. Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Dans les 4 premiers jours, il y a aussi un événement d'importance, c'est la première vidéo. Elle est diffusée dans la nuit du 4 au 5 mai chez vous, je crois, le 5 mai. Elle est tournée 3 jours après, quasiment le 3e jour, après mon enlèvement.
Comment ça se passe? Ils te disent on va les filmer mêmes, une vidéo. les deux qui m'ont kidnappé avec celui avec qui je me suis engueulé, et un qui s'appelle la Caucase, le Caucasien, la Caucase, viennent me voir et puis ils me disent on va faire une vidéo. Et là, je sais que moi je suis plutôt réticent parce que la vidéo, c'est enfin, je pense à ma famille, ça va mettre ma famille, ça va impliquer ma famille, ça va impliquer mon gouvernement. Une erreur personnelle devient quelque chose de global et d'incontrôlé à partir de ce moment-là. Donc je suis vraiment pas chaud pour faire cette vidéo. On va évidemment quand même la faire. C'est assez rapide, j'ai moins d'1 minute pour parler. Je dois dire qui me détient, la date où j'ai été pris. Adresser un message à mon gouvernement, à ma famille, dire à mon gouvernement qu'ils viennent me chercher, en gros, qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me délivrer. Je me souviens qu'on a masqué, ça c'est classique, avec un drap, le fond. On fait une première vidéo, ça suffit pas parce qu'il y a une branche qui court au-dessus de ma tête. Et là, ils prennent mon chèche et ils mettent le chèche autour de la branche. Rien ne doit être reconnaissable. Tu sais, avec le soleil, en fonction on peut savoir exactement où ça a pu être tourné. Donc la vidéo est faite au 3e jour de ma captivité. Après cette vidéo, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te parlent des retours qu'il y a pu avoir dessus ou pas du tout? Non. Vous êtes laissé dans un flou constant. Il faut que vous soyez dans un flou constant. C'est pour ça que je pense que les contre-mesures, on en parlait, elles viennent de là aussi. Moi, je sais que, par exemple, la Caucase dont j'ai parlé là tout à l'heure, ils venaient souvent me voir en me disant je parie que tu sais pas l'heure qu'il est, quel jour on est, etc. Parce que c'est vrai, quand vous n'avez pas ces repères-là, le pire, c'est que vous soyez sous leur emprise, quoi. Hein. C'est ça. Donc moi, tous les matins en me réveillant, je me répétais la date 3 fois. J'ai rapidement appris à lire l'heure sur le soleil pour pas être déphasé. Surtout pour pas être déphasé. Ça va être quoi les étapes importantes pour toi après? Après la vidéo, le passage des drones. Passage massif de drones, une dizaine de jours après mon enlèvement. Alors tout était très calme. Pour situer un petit peu, on est dans ce qu'ils appellent un wadi, c'est-à-dire une poche boisée, une sorte de forêt plus ou moins clairsemée, en plein désert. Vous sortez à l'orée du bois, vous n'avez que le désert. Et étrangement, ils vont me laisser bouger. Je vais pouvoir bouger dans ce bois. Et au bout d'un moment, au 10e jour, le ciel est parcouru de drones, d'objets volants qui commencent à leur faire peur. Et là, ils appellent du renfort. On a 8 djihadistes qui vont arriver à moto, lourdement armés. Et on va bouger une vingtaine de minutes de là, dans un autre endroit. On va passer quelques jours en attendant que ça se calme. Ça deviendra quelque chose de classique, ça. Hein. Les drones font partir, une alerte fait partir, un berger qui passe et qui a pu nous voir, nous fait partir. C'est la première fois que je suis confronté à ça. Et là, étant donné, j'imagine, on est un peu au début, tiens, un français, c'est pas encore, j'ai envie de dire, viabilisé, parce que je sens que je suis en transfert, je suis en attente avant qu'on me transfère ailleurs. Ils prennent ça en considération, ils envoient des renforts assez conséquents et lourdement armés. Ouais. Donc on va faire 4 jours en brousse avec ces gens-là avant de revenir avec ceux qui me gardaient. Dans un autre endroit, pas dans le même. T'as gardé les mêmes geôliers, les mêmes ravisseurs pendant toute la détention quasiment? Non, ils changent tous les 15 jours ou tous les mois. Mais j'ai revu des geôliers que j'avais. Ouais. Ils sont revenus. Il y en a que j'ai revu, je sais pas, 4-5 fois. On revoit les mêmes. Il y en a des nouveaux qu'on ne voit pas. Mais ça change, le turnover, il est tous les 15, en gros, tous les 15 jours, tous les mois. À peu près. Pendant ta détention, il y a eu des signes d'espoir? Est-ce qu'il y a eu des messages d'espoir qui te sont parvenus ou jamais? Alors oui, il y a des messages d'espoir. Je recevrai des lettres 2 fois. Je ne sais pas quel canal, mais je recevrai des lettres de ma compagne avec des nouvelles de mes enfants. Et puis, vers la fin 2022, les djihadistes vont venir et me dire mais écoute, on commence à parler aux Français, il se passe quelque chose. Je vais avoir des nouvelles à partir de ce moment-là. Mais sinon, en dehors de ça, pas plus de nouvelles. À part évidemment quand j'ai la radio et quand on parle de moi à la radio, notamment sur RFI, et ça ce sera à partir de fin août 2021. La première lettre, tu la reçois quand, tu te rappelles ou pas? Fin août 2021 aussi. Mais je pense que c'est ces 2 événements qui sont liés en fait. Si vous voulez. J'avais demandé moi la radio avant, ils me disaient non. Et puis quand ils ont dû entendre que j'avais des proches à la radio, que ça faisait bouger, là ils se sont dit bah tiens, là il faudrait qu'il ait la radio. Parce qu'on me disait toujours non. Puis un jour on vient me voir sous la tente et on me dit est-ce que tu as une radio? Je dis non. Puis après on me dit est-ce que tu as eu les piles? Je dis non. Puis on m'amène une radio et des piles. Donc je pense que au mois de juillet-août, il y a dû y avoir des messages radio qu'ils ont captés, qu'ils ont eu, qui leur ont fait penser que je devais avoir la radio, parce qu'on commençait à parler de moi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu la première lettre de ta compagne? C'était inespéré. J'avais entendu parler qu'il y avait une possibilité de recevoir des lettres, que certains otages avaient dû
avait dit avoir reçu des lettres, ça vous amène une bouffée d'espoir, de second souffle, de l'énergie. Ça vous recharge. Parce que vous n'êtes pas seul. Moi, avant ça, j'ai pas de lettres. Bon, je suis seul. Évidemment que ma famille est au courant, etc. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, en gros, je suis seul. Et là, non. Là, c'est tangible. Vous avez une lettre, vous avez des nouvelles. Vous n'en avez pas eu depuis des mois. C'est énorme. Ça fait tenir. C'est quelque chose que je gardais avec moi. C'était l'un des mes plus grands trésors pendant la captivité, mes lettres. Tu les relisais oui, souvent? c'était dans une poche plastique, pliée. Enfin, je veux dire, c'était ultime protection. Limite, je partais pas sans. Même si, des fois, ça m'est arrivé n'ayant pas le choix de devoir partir sans. Mais c'est le trésor de guerre à préserver. C'est ma compagne qui me parle d'elle, qui me parle de moi, qui me parle de la famille, de ce qui se passe de leur côté, qui donne des nouvelles des enfants, de ce qu'ils font un petit peu aussi pour moi, et qui ne m'oublient pas. Ça, c'est un terme quand même qui est vraiment important dans ce type de situation, qu'on ne vous oublie pas, qu'on vous soutient. Et que les choses iront mieux. Enfin, je veux dire que tout le monde espère une issue rapide et positive à tout ça. La deuxième, c'était quand que tu l'as reçue? 10 mars 2022. C'est pas une lettre, en fait. La deuxième, c'est des photos. C'est des photos de mes enfants. Et voilà. J'ai craqué. Puis, on en parlera certainement, mais il y a eu un contexte, il s'est passé des choses quelques jours avant, qui font que c'est vraiment arrivé à un moment où j'avais besoin de ça. Et je crois que j'ai laissé aller tout à ce moment-là. Il y a une tempête de sable terrible qui tombe sur notre camp. Première tempête de sable, impressionnant. Le camp était éparpillé. Et donc le lendemain matin, on n'a pas dormi évidemment, le lendemain matin on me dit que je dois venir voir des gens. Il y a 2 personnes qui sont là et qui sont venus me chercher en voiture et je vais partir avec eux. Donc j'ai passé 3 semaines avec cette Katiba, avec ces jeunes. Et là je suis transmis à 2 deux nouvelles personnes et on part en pick-up avec eux. Je ne sais pas qui ils sont et j'ai les yeux bandés, enfin pas les yeux bandés, j'ai des lunettes de soleil qui ont été scotchées de noir, je vois rien. Ça fait des jours que je ne me suis pas lavé. Et je pars avec eux. Et il se passe un événement qui va vraiment me faire peur sur le coup, et puis me faire douter, me donner une grande incertitude sur le futur. Je pars avec eux, 1 heure après, les conversations commencent à s'intensifier entre eux. Je sens qu'on change de direction, on fait un arc, je vois rien, mais on tourne, quoi, comme si on revenait en arrière. La fenêtre se baisse. Et puis moi, j'avais quand même des interstices entre les scotch. C'est comme ça que je voyais un peu mon environnement. Et je vois le chauffeur qui épaule une Kalachnikov et qui fait feu 1 fois. Il va faire feu 4 fois. Je ne saurais pas sur quoi. Et ça me paralyse, ça me terrifie. Je ne sais pas sur quoi il a tiré. Et puis je me demande si le prochain, évidemment, ça ne va pas être moi. Et c'est le début de la captivité avec ces 2 hommes qui va durer 15 jours, où ça va être un road movie. On ne va faire que bouger, dormir. Pour moi, sans but, je ne sais pas où on va, mais on va faire ça que pendant 15 jours. Et ce périple de 15 jours va s'arrêter dans une grande forêt, où là, je vais rester 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et je vais être sous les bois, sous les arbres, et on va rester là pendant, 2 mois et demi à peu près. Est-ce qu'il y a des spécificités à cette détention pendant cette forêt par rapport à ce que tu avais pu connaître? Elle est lugubre. Moi, je l'ai appelée dans le livre la forêt du destin. Ça me rappelle un peu le Seigneur des Anneaux. Elle est lugubre. Les arbres sont décharnés. Il y a des épines. Tous les arbres sont épineux là-bas. La nature est hostile dans le nord du Mali, dans la région de Kidal. La plupart des arbres ont des piquants, vous voyez, et tous ces piquants tombent sur le sol. Et vous êtes quand vous êtes dans les bois, vous n'avez pas de problème. On est en sandales. Les épines, les sandales sont assez épaisses, se plantent dans vos sandales, pas de souci. Mais dès que vous sortez, c'est le désert de pierre, et toutes ces épines que vous ne sentiez pas sont en contact du dur, et elles ressortent de vos chaussures, elles vous transpercent les pieds. Et ça, je vais en faire la constatation amère, dure, lors de ma première évasion. C'est ce qui va m'arrêter. Il y a l'eau d'abord, parce que je n'avais pas assez d'eau. Mais aussi, je commence à marcher. Le facteur temps et le facteur distance est très important. Quand vous vous évadez, vous avez 3-4 heures. Alors, autant dire que vous devez filer. Parce qu'eux, ils vont faire ça en moto, quand ils vont s'en rendre compte, en 10 minutes, 15 minutes. Donc, vous devez filer. Et je me rends compte, avec ces épines, je sais pas, c'est comme si vous avez des aiguilles sous les pieds, quoi. Et ça va me faire revenir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'évader? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, là, il faut que je me casse? Alors, ça se formalise vraiment, ça se matérialise avec les 2 nouvelles personnes qui sont venues me chercher. Parmi ces 2 nouvelles personnes, le leader de ce groupe, ils étaient 3 au plus fort. Il y a Alassane.
un djihadiste qui s'appelle Al-Hassan, qui est un djihadiste expérimenté, ça se sent. Ça fait 12 ans qu'il est dans le djihad. Il a une certaine importance. Et il ne veut pas parler au début. Petit à petit, j'amène à le faire parler. On arrive à discuter. J'amènerai même à lui faire accepter 2 interviews. Et je lui parle au bout d'un moment de la lettre que j'ai envoyée à leur chef, à l'émir du Sahel, Yeg Agrali. Et il me dit, écoute, on a reçu ta lettre, mais ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui t'es. Et tu auras une réponse. Enfin, il pourrait y avoir une réponse. Je peux t'aider à avoir une réponse, mais ce sera dans 5-6 mois, le temps qu'ils apprennent à te connaître. Et je pourrais pousser ta lettre, et peut-être que ça pourra se faire. Il me dit ça. Et moi, je voyais ça sur le temps court. Je pensais encore, en ce moment-là, que c'était une méprise et tout. Et je ne me vois pas passer 5-6 mois en captivité comme ça. Non, je ne me vois pas. Et c'est là où je me dis qu'il faut une autre porte de sortie. Et je les observe depuis que j'ai été kidnappé. Et comme je t'ai dit, ils dorment beaucoup. Ils sont assez oisifs sur le camp. C'est pas non plus... c'est pas très militaire, si tu veux. C'est pas très carré, hein, quand même. Puis on apprend à les connaître. C'est des jeunes, des gens qui ont 18-20 ans. Donc c'est un peu comme des jeunes, hein, c'est les mêmes. Sauf qu'on est en pleine brousse et qu'ils ont des turbans et qu'ils sont djihadistes. Donc il y a... je vois rapidement qu'il y a des fenêtres d'opportunité. Il y a des fenêtres pour se tirer, quoi. La nuit, surtout. Ouais, la nuit, notamment. Après, moi, quand je suis avec Al-Hassan, je suis enchaîné, j'ai le problème de la chaîne. Donc, il y a une possibilité. Et ça commence à se mettre en place dans ma tête. Et dans le pick-up, on est arrivé, si tu veux, à un moment, dans ces 15 jours avec eux, dans un endroit qu'ils pourraient juger safe. Ils ont même construit une sorte de tunnel végétal où ils peuvent mettre les véhicules qui ne sont pas vus du ciel. Sophie Pétronin est passée là-bas, Soumela Cissé est passée dans ces endroits. D'autres otages sont passés dans cet endroit-là. Et dans le pick-up qui nous a amenés là, il y a notre nourriture à l'arrière de la benne. Moi, je dois aller chercher ma nourriture parce qu'ils font le ramadan. Et il y a aussi une caisse à outils. Et moi, je suis enchaîné tous les soirs avec une clé de 13, une clé de serrage, quoi, une clé basique. Et pendant le ramadan, ils dorment beaucoup la journée. Et je me dis, il faut que je tente le truc, il faut que j'aille à la benne, sous prétexte d'aller chercher à manger. Et que je pose la main dans ce sac d'outils, que je prenne une clé, que je l'enterre. Et puis le soir, quand ils dorment, je me desserre et puis je file, quoi. Je le fais une première fois, je vais chercher une clé. Et il y a l'excitation, il y a la peur d'être pris. Il y en a un qui lève sa tête quand je vais à la benne. Donc je fais semblant que je prends... Bon, on n'a pas le temps de choisir l'outil. Donc je prends la première clé qui vient. Mais je me rends compte quand je reviens, quand j'arrive à mon abri. Donc c'est pas possible. Il faut retourner, il faut la remettre et en trouver une autre. Donc je fais un second aller-retour. Je prends la bonne clé. Je trouve la bonne clé. Il ne se réveille pas, tout va bien. Je reviens à mon abri. Et là, j'ai un doute qui m'assaille sur le coup. Je me dis, mais est-ce que la clé que je viens de prendre, est-ce que c'est pas la clé qu'eux utilisent le soir pour m'enchaîner? Si ce soir, ils vont dans leur caisse à outils et qu'ils se rendent compte que leur clé a disparu, sachant que je peux bouger l'après-midi, etc., ils vont penser que c'est moi. Donc je ne peux pas garder la clé. Ou il faut que je m'assure avant que c'est bien cette clé que j'ai qu'ils utilisent. Je repars une troisième fois, je remets la clé dans le sac à outils et je préfère voir comment ils vont m'enchaîner le soir. Et le soir, ils prennent une clé de leur sac à dos dans leur abri et ils viennent m'enchaîner. Donc la clé est une clé en plus qu'on peut prendre. Et donc le lendemain, je me dis, c'est bon, c'est la bonne. Je refais ça, je prendrai la clé et je pars. Et le lendemain, quand ils font leur sieste vers l'après-midi, ils ne font pas la sieste. Il y en a 2 d'entre eux qui montent dans le pick-up et ils se tirent. Je reste seul avec Al-Hassan. Et ils reviennent après. Et là, Al-Hassan vient vers moi et me dit, on part. Donc ça annule totalement la tentative d'évasion que je voulais faire à ce moment-là. Mais ça inaugure une série de tentatives d'évasion qui va arriver, pas avec Al-Hassan, puisqu'il me remet un nouveau groupe dans cette forêt, et qui va commencer dans cette forêt une semaine après. Donc il me remet le 15 mai 2021. Je crois que la première évasion, elle est le 21 au soir, un truc comme ça. Et elle vient d'un incident. Parce que là, j'ai le même problème. Là, je n'ai pas accès à une caisse à outils. Je suis donc enchaîné. Donc la question maintenant, c'est comment me délivrer de mes chaînes le soir. Et ça va venir d'une erreur d'un djihadiste, en fait, qui vient un soir, un djihadiste qui parle français, qui vient un soir et qui n'a pas la clé de la bonne taille. Et je le vois quand il m'enchaîne. Et il fait semblant de serrer. Et je vois qu'il ne serre pas. Et il part. Et là, j'avais prévu de m'évader, mais je devais planquer un peu de nourriture, préparer des bouteilles d'eau, préparer une évasion, quoi, pour pouvoir subsister un temps soit peu dans le désert. Mais là, j'ai l'opportunité, parce que je peux me délivrer, mais j'ai pas la préparation, j'ai pas l'eau, j'ai pas tout ça. Enfin, j'ai la moitié d'une bouteille d'eau. Et donc, je me pose la question, je dis, écoute, c'est une trop grande opportunité, elle reviendra peut-être pas, tu pars.
Et je pars à la nuit, je traverse la forêt, je me retrouve donc dans ce désert de Caillasse. J'avais repéré, hein, je passe un peu vite, mais la journée, en me baladant, c'était que des repérages pour voir là où il y a une piste, là où ça fera le moins de bruit, où sortir du bois le plus. Après, vous avez un grand désert. Moi, mon but, c'était marcher, tomber sur un campement, ou marcher, tomber sur un camion, parce qu'on entendait des camions la nuit, on entendait des véhicules. Donc arrêter un camion, essayer de plaider mon cas et de faire en sorte qu'il m'amène. Et on a 4 heures pour faire ça. Parce qu'eux, ils se réveillent vers 5 heures. Moi, je pars quand ils dorment. Donc, en gros, ils dorment vers 22h, 23h, minuit, au plus tard. Et ils se réveillent à 5h du matin pour faire la pierre, 5h, 5h30 du matin. Donc, vous avez une fenêtre qui est quand même assez courte, assez ténue. Et il faut trouver un camion, il faut trouver un... À l'époque, parce que, avec le recul, évidemment, j'étais naïf. Parce qu'évidemment que je ne le savais pas. Mais les campements qu'il y a autour, si vous en trouvez, ce sont des gens qui connaissent. Ce sont des gens qui sont des sympathisants. Donc, mais ça, on ne le sait pas. On est dans l'espoir de l'évasion et il y a la liberté au bout. Et donc, je sors de ce bois et en étant dans ce désert de Caillasse, j'ai donc toutes les épines dont je parlais qui remontent aux pieds. Je bois pas, je m'étais dit une gorgée toutes les 30 minutes, je crois, sur une moitié de bouteille. J'en bois 2 ou 3 toutes les 15 minutes. J'ai pas prévu, il est tard, je commence à être fatigué, je marche, puis je me retourne, puis je vois toujours la forêt qui est immense derrière moi. C'est comme si je l'avais pas distancé, quoi. Et là, c'est pas possible. Hein. Puis c'est plat, donc ça veut dire que je serai toujours en train de marcher au matin, ils me verront au loin. Enfin, ça n'a pas de, ça pouvait pas marcher. Tu comprends en étant parti que ça allait pas le faire. Je comprends en marchant, en commençant à marcher dans le désert de cailloux, en sentant les épines dans mes pieds qui m'empêchent de prendre donc de la vitesse, en n'ayant pas assez d'eau, que ça marchera pas. Et puis il n'y a pas de camion, il n'y a pas de véhicule qui passe. Donc là, je me retourne vers la forêt, je sais qu'il faut y retourner. Mais j'avais pas le problème. Mais quel Voilà. enfer. Voilà. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de sortir d'une forêt. Vous sortez, vous n'êtes pas censé revenir. Mais une forêt, c'est grand. C'est une forêt et vous devez rentrer à l'intérieur. Et où est-ce que je suis dans cette forêt? Et vous avez évidemment peur de tomber sur leur camp. Vous pouvez marcher, puis vous débouchez sur le camp. Eux, à la nuit, s'ils entendent, ils tirent. Donc c'est ça, c'était le gros problème. J'ai mettre, je pense, je sais pas, je vais revenir au matin. Enfin, je vais mettre des heures à rentrer. Et au fur et à mesure, même si vous retrouvez la route, vous approchez du camp, de là où vous dormez, donc de là où ils dorment. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de bruit. Et pour ne pas faire de bruit, ce que j'ai trouvé à l'époque, c'est faut pas des bruits consécutifs. Vous voyez, quand on marche, on fait un bruit consécutif. Si vous avez des bruits consécutifs, si la personne l'entend, il va... Par contre, si vous faites un bruit, puis plus rien, vous attendez 1 minute, un autre. Là, ça marche mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps à revenir sur l'abri. Mais je vais réussir à revenir à l'abri. J'ai tombé épuisé. Le lendemain matin, il vient m'enlever les chaînes. D'habitude, moi, je me lève tôt et je m'entraîne. Et puis, il est un peu intrigué. Il me dit, tiens, c'est marrant. Il dort, il est KO, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une nuit où il avait failli pleuvoir. On était au début de la saison des pluies. Donc, j'ai prétexté ça. Et ça c'est passé comme ça. Il y a autre chose d'important aussi, dont je n'ai pas parlé sur le côté résistance. Il ne pouvait pas prononcer mon nom correctement. Moi, je m'appelle Olivier. Quand il prononce mon nom, c'était Olivia, Olifieux, Elifié. Enfin bon, c'était des tas de choses. Et donc, je pris un nom arabe, parce que je me souviens que j'avais des amis marocains à l'époque qui m'appelaient Zeytoun, qui veut dire Olivier en arabe. Pourquoi c'est important, je pense, avec le recul, donc je leur donne ce nom, tout le monde m'appelle Zeytoun. Donc, je ne suis plus Olivier Dubois. Il y a tout ce qui arrive dorénavant à partir de ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, arrive à Zeytoun, un personnage captif. Et je pense que ça... Si vous voulez, quand je repense à ces évasions, ça me fait froid dans le dos. Et il fallait une sorte de déconnexion, peut-être de folie aussi pour faire ça. Et je pense que ça a dû aider quelque part. Le fait de ne pas être en frontal par rapport aux événements, de pouvoir être dissocié de soi et ça arrive à... Est-ce que tu avais peur des conséquences de ces évasions? Est-ce que tu t'es dit, il pourrait me tuer? Ah bah oui, on y pense tout le temps. C'est le scénario avec un gros point d'interrogation. Je trouve ça dingue aussitôt que tu aies pu te dire, je prends ce risque de peut-être me faire tuer, alors que tu savais pas exactement s'il y avait des négociations pour ton cas encore. Non, je savais pas. Mais... T'as pas peur de jamais revoir tes enfants, ta famille en... C'est comme tout à l'heure. En fait, il faut pas... Enfin, je pense pas comme ça. Je m'interdis de penser comme ça, sinon je le fais pas. Moi, l'idée, c'était toujours de me dire, par exemple, ok, dans 3 jours, si tu réussis, dans 3 jours, tu es dans ton salon avec ta famille et avec tes enfants. Et c'est ça le but.
C'est ça. Et vous voyez que ça. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'il y a un aspect revanchard, je le disais aussi, parce que je me disais aussi, ce sera leur rendre leur monnaie de la pièce. On a un deal, on fait les choses, j'ai une lettre d'invitation, ils me kidnappent, je leur fausse compagnie, on est là-bas, les tout centre. 0-0. Donc il y a tout un truc comme ça qui se met en place, je pense. C'est pour ça que je pense qu'il y a des petits facteurs comme l'échec de l'interview avec la tromperie, Zeytoun, les 3 choses. Tout ça a créé, je pense, un état d'esprit qui m'a permis de faire ça. Et puis des constatations, comme je le disais, ils dorment, ils font pas vraiment de patrouille la nuit. Voilà, il y a une possibilité. La difficulté étant pas forcément de quitter le camp au bout d'un moment, c'est ça que je vois, mais étant plus c'est la suite, quoi. C'est trouver le camion, c'est trouver la personne, la convaincre, et c'est qui va pouvoir vous faire bouger. Pas à pied, forcément en moto ou en voiture, parce qu'à pied, ils vous rattrapent le lendemain. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a c'est un mélange de ça. Donc ils vont pas être au courant de cette... Eux, ils sont au courant d'une tentative d'évasion. Alors c'est laquelle? C'est la dernière. La dernière. Alors, il y a eu 4 tentatives d'évasion. Il y a eu ce que j'appelle une sortie drone, c'est-à-dire qu'eux, ils dorment, je sors pas pour m'évader. Je me suis procuré, j'ai eu une lampe de poche par un des djihadistes, parce que sinon je mangeais dans le noir. Donc je dis j'arrête de bouffer. Je ne bouffe pas comme un chien dans le noir, vous me donnez une lampe de poche. Donc il me donne une lampe de poche. Et j'en profite un soir où il y a tous ces allers-retours dans le ciel pour aller faire des signaux. Je ne connais pas le morse, mais pour aller faire des signaux pour que peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et manque de peau, quand je commence à faire les signaux, donc tout le temps pour aller assez loin, pour pas qu'on voie la lumière de la lampe. Donc c'est quand même ça prend du temps. Et au moment où je commence à faire les signaux, plus d'avions. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bruit. Donc j'attends un peu, puis je me dis c'est trop dangereux, il faut que je revienne. Donc je reviens discrètement, je me glisse dans mon abri. Et au moment où je me glisse dans mon abri, de nouveau des avions. Donc vraiment pas de chance sur ce coup-là. La dernière tentative, elle est dans la nuit du 7 au 8 juillet 2021. Donc c'est dans tes 3 premiers mois de détention en fait que tu as tenté toutes tes évasions. C'est une date planifiée. Je voulais que ce soit le 8 juillet parce que j'ai été kidnappé le 8 avril. Et la dernière, elle est, entre guillemets, elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle a échoué, mais elle est parfaite dans la préparation. J'ai repéré la langue de sable dans laquelle je voulais partir. J'ai enlevé tout ce qui pouvait faire du bruit au fur et à mesure dans les jours qu'on précédait. J'ai ménagé une sortie par l'arrière de la tente. Eux, ils sont là par l'arrière pour pouvoir partir. Tout est prévu. J'ai 3 bouteilles d'eau qui doivent normalement me faire tenir jusqu'à le début de matinée. Bien qu'il ne faut pas que j'en arrive là. Si au début de matinée, je suis toujours dans le coin, c'est que c'est foutu. Il faut que je parte dans la nuit. J'ai des gâteaux. J'ai une couverture. Enfin bon, j'ai des ustensiles, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai entendu les jours précédents des camions qui passent. Et le but, c'est de trouver cette piste et de remonter cette piste en marchant dès qu'il y a un camion, l'arrêter, etc. Bon. Et je marche et je trouve pas de camion. Il n'y a pas les camions que j'entends les nuits précédentes. Et j'en entends par contre pas là où je me dirige, mais je vois des lumières, j'en entends très 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 loin à l'opposé, enfin dans une autre direction. Et j'en trouve pas là, donc je tourne pour me diriger vers cette autre direction. Et je marche. Et je me fie à la lune. Et moi, je sais pas lire l'heure, par contre, sur la lune, je sais pas comment on fait. Et la lune, elle bouge, elle tourne aussi. Et j'ai l'impression, au bout d'un moment, que ça va me ramener sur le camp. Enfin, je vais faire une boucle, quoi. Et je m'arrête et je sais plus où aller, je suis perdu, quoi, en fait. Et au bout d'un moment, il me semble voir au loin une lampe de poche, comme s'il y avait un campement ou un truc. Donc ça me fait peur. Si je tombe sur des bandits, si je tombe sur des djihadistes. Et je vais à l'opposé de cette lampe de poche. Donc, je ne suis plus ma direction, parce que j'ai changé de direction pour prendre un camion. Après, je suis la lune, et après, je réagis à une lumière que j'ai vue au loin. Donc, je suis totalement perdu. Je ne sais pas si je reviens sur mes pas et tout, machin, etc. Je suis fatigué. Le moral est là. Voilà, j'ai pas trouvé de camion. Je sais pas, il doit être 2-3 heures du matin. Je suis vraiment fatigué. Donc, j'étale ma couverture et je dors. Et je me dis qu'à l'aube, il faudra que je me tire, il fera jour. J'y verrai clair. Et il faudra que je me tire le plus loin possible vers un massif de bois. Il faut que je me cache, quoi. Et dans mes scénarios, ça a toujours été ça. C'est-à-dire, le matin, si tu n'as rien trouvé le matin, tu rentres dans une zone très dangereuse. C'est déjà un semi-échec. C'est déjà, en gros, c'est joué, quoi. Et je me réveille à l'aube. Et j'ai qu'une idée, c'est partir loin. Je marche. Alors, on ne sait pas où on marche. Hein. On avise une colline, on avise une forêt. On se dit qu'on va aller se planquer là-bas. Et en marchant, je vois un nuage de poussière en loin, j'entends des vrombissements et je vois un camion qui arrive vers moi. Et là, c'est inespéré. Je cours vers le camion, je l'arrête. Le camion s'arrête, 2 personnes à l'intérieur. Je suis un qui avait un chèche vert avec la peau noire, un peu comme moi, un autre avec une longue barbe, peau claire. Et j'essaie de leur expliquer. Je leur dis, je leur parle en français. Je suis français, s'il vous plaît, aidez-moi. Et ils ne comprennent pas.
Et j'avais quelques mots depuis le début de ma captivité en arabe, et je leur montre mes mains, et je dis Hatif, Hatif, Moudjahidine, Hatif, Hatif. Et là, ils comprennent. Que des captifs, des djihadistes. Voilà, Hatif, ça veut dire prisonnier. Et là, ils comprennent, et leur visage change du tout au tout. C'est comme s'ils étaient hésitants au départ, et quand je dis Moudjahidine, c'est le mot déclic, leur visage change du tout au tout. Le mec me fait non. Et il part. Et là, je me dis, oulala, ceux-là, ils vont continuer, ils vont certainement tomber peut-être sur des djihadistes, vont peut-être eux, les prévenir à la radio, vont tomber sur un barrage, et ils vont dire qu'ils m'ont vu, et ils vont dire dans quelle position. Et là, j'ai qu'une idée, c'est retourner prendre mon sac et partir, mais loin, très 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 loin. Et j'avise une colline, et elle ressemble, on est un peu dans la panique à ce moment-là, elle ressemble à la colline dont je t'ai parlé, qui était proche du bois pour ma première évasion. Et je sais que là-bas, il y a une hutte, et j'ai manqué d'eau, et un puits. Je me dis, c'est le meilleur des endroits pour aller, et puis je me planque. Quand il fera nuit, je reviendrai vers les pistes, il fera noir, et j'essaierai d'arrêter des camions. Donc j'avise cette montagne, avec l'espoir fou que ce soit la même. Et je fais 5-6 km à toute berzingue, à fond. Donc là, je tire sur l'eau pour rejoindre cette montagne. Donc il me reste beaucoup moins d'eau, je crois que j'ai terminé en arrivant dans cette montagne. Je vais avoir un peu moins d'une bouteille pleine d'eau. Je suis crevé, j'ai grillé beaucoup de force, j'ai plus à manger. Donc je trouve un endroit plutôt planqué sous les arbres. Je mets ma couverture qui est rose fuchsia et bleue, faut le dire. Et je m'allonge. Et je suis crevé, je suis vraiment... et je me dis, c'est tant mieux, je vais dormir toute la journée. Parce que la chaleur, il y a la chaleur aussi. 20 minutes, 15 minutes après m'être allongé, j'entends une moto. Ces gens-là se déplacent beaucoup à moto. Et là, direct, je commence à avoir peur. Je dis, une moto, c'est pas juste une moto qui passe. Et elle vient, elle s'approche, cette moto, elle vient vers moi, quoi. Et au bout d'un moment, je la vois, la moto. Et puis, je vois Abou Bakrine sur cette moto. Et puis, un autre djihadiste derrière. Moi, je suis allongé. Il passe à côté. Il me voit pas. Et je pense que moi, je suis monté en haut de la colline. Ah oui, ça, je l'ai pas dit. Je suis monté en haut de cette montagne. Et puis, c'est pareil, c'est le même spectacle. Il n'y a rien autour. Et donc, ils ont dû suivre mes pas dans le sable, monter, puis voir que ça redescendait. Et la descente, elle est comme ça. Vous avez une couverture, même si vous avez des arbres. Puis, en descendant, ils voient quelqu'un allongé sur la couverture. Donc, ils débarquent. Ils arrivent. Ils sont furibars. Ils sont furieux. Tu devais être terrorisé. J'étais terrorisé, là. Il y en a un qui me saute dessus, ça brise mes lunettes, on me met le chèche autour des yeux, on me met à genoux. Et moi, j'avais calculé avant, dans les évasions, je calculais toujours ça. Enfin, il y avait une question obsédante qui revenait, c'est si tu te fais attraper, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il te tue, en gros? C'était ça, le truc. Et je me dis, je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et je me disais, mais est-ce que moi, je tuerais, si j'avais un otage, est-ce que parce que cet otage s'est libéré, je tuerais un otage qui vaut tant? Non. Non, ça ne me semblait pas plausible. Et en même temps, vous n'en avez pas la certitude. Et le pire scénario que je voyais, c'était ça. Et ce pire scénario arrive. Donc on me met à genoux, on me bande les yeux, j'entends qu'il charge la Kalachnikov. Et j'attends le coup de feu. Je me souviens étrangement d'avoir été soulagé d'avoir les yeux bandés. Parce que ce qui fait peur, je pense, en tout cas moi, ce qui me faisait peur, c'est voir la mort via le canon, en fait, voir le canon, c'est ça. Vous avez un visuel sur ce qui va vous tuer. Là, quand vous entendrez le bruit, vous serez déjà mort, en fait. Donc les choses iront vite. Et j'attends le coup de feu après le chargement, et il vient pas. Et j'entends ensuite hack, hack, ce qui veut dire tiens en tamashek. Je comprends pas, je tends la main et je sens la fraîcheur d'une outre, une gourde d'eau, quoi. Et là, je m'effondre, je fous en pleurs, je m'effondre. Passer de l'imminence de la mort à... Enfin, c'était un simulacre d'exécution, quoi. Et là, je m'effondre. C'est l'échec de l'évasion, c'est le camion, c'est le fait qu'il m'ait attrapé, c'est le simulacre d'exécution. Vous avez une sorte de tension qui là se libère, puis le fait de passer comme ça, se croire mort et qu'en fait, vous lâchez tout à ce moment-là. Et vous savez plus où vous êtes, quoi. Moi, je me souviens qu'on m'a même chargé sur une moto après. On est parti à toute vitesse. Alors là, c'est comme si j'étais un paquet de linge sale brinque-ballé. Enfin, je rentre dans ce que j'appelle, dans le livre, la mauvaise réputation. C'est-à-dire, à partir de là, tout se durcit, si vous voulez. T'es l'otage qui a essayé de s'enfuir. Ah oui. Donc là, ils vous traitent autrement. Et puis, ils veulent vous faire comprendre qu'il ne faut pas le refaire. Donc moi, c'est quoi? C'est que j'ai plus de chaussures.
On a toujours ce problème d'épines, et puis sans chaussures dans le désert, vous pouvez pas marcher, c'est pas possible. J'ai plus de chaussures, j'ai plus d'eau en propre, j'ai plus de bouteille à moi d'eau, ils viennent me donner de l'eau, mais j'ai plus d'eau. J'ai une double chaîne, je suis enchaîné ici, je suis enchaîné ici. Je pense que c'était pour m'interdire de faire du sport aussi. Parce qu'après, ils ont tout connecté, en fait. Parce qu'évidemment que le sport, c'est pas juste pour faire du sport, c'est pour se préparer physiquement aussi, bon, évidemment mentalement, mais pour être prêt, s'il faut marcher, s'il faut crapahuter, enfin voilà. Donc ils mettent en place des sanctions comme ça. Je suis dans un abri avec des trous, on peut me voir à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, enfin. Et puis j'ai des menaces de mort directe en me disant, tu vois, cette fois-ci, tu t'en es sorti vivant, la prochaine fois, c'est la mort directe. Si tu refais ça, tu tombes ou t'es mort. Donc ça, ils vous le disent. Et évidemment, ça fait réfléchir. Mais le jour qui suit, je réalise deux choses. Je suis vivant, donc ma théorie sur est-ce qu'on tue un otage qui vaut autant, elle est valable. Enfin, on ne le tue pas. En tout cas, pas la première fois. Et deuxièmement, j'ai toujours cette soif de m'évader, mais je suis conscient de ce qui s'est passé. Et il va falloir que je me refasse une réputation. Donc il y a une sorte de temps mort là qui va exister, qui va s'organiser et qui va durer des mois, où je vais donner le change, où je vais changer cette idée-là. Parce que tant qu'ils sont comme ça, ils sont en ultra-surveillance. On venait me réveiller, moi, 3 à 4 fois dans la nuit pour savoir si j'étais là. Et on venait vérifier les chaînes, etc. Donc les chaînes, ils ont rendu compte au coup du boulon. Donc ils ont collé à la colle glue, super glue, le boulon en mettant du sable. Ça fait que vous pouvez quasiment plus le desserrer. Il y a une sorte de méfiance totale sur ce que je suis, sur mes intentions. Ils me faisaient confiance et j'ai trahi leur confiance. Donc à partir de là, tout se durcit. J'ai resté avec eux, donc ça c'est le 8 juillet, j'ai resté avec eux un peu moins d'un mois. Et le 2 août, on vient me chercher, il y a 2 gros djihadistes, les premiers gros djihadistes que je verrai, j'en verrai beaucoup après. Mais de gros djihadistes qui viennent, ils n'arrivent pas à m'enlever ma chaîne, donc je porte avec moi un rouleau de 6 mètres de chaîne à chaque fois, on me met à l'arrière d'un pick-up, on ne me dit pas où je vais, je n'ai pas le droit de prendre tout ce que j'ai pu accumuler avec ma captivité, parce que c'est comme, ce que j'explique dans le livre, c'est comme dans un jeu vidéo, les jeux vidéo d'aventure, vous savez, on a le héros, il trouve une agrafe, un morceau de scotch, puis on garde tout ça, on ne sait pas pourquoi, dans la vie on ne ferait pas ça. Mais quand vous êtes en captivité, vous le faites. Parce que c'est toujours des petits objets qui vont pouvoir soulager votre quotidien, vous amener, être utile à un moment, un cordon de caoutchouc, tout ça on garde, quoi. Et ça devient même limite, ça devient affectif, quoi. C'est ça nous. Vous voyez, c'est notre trousse de survie. Et ça, j'ai pas le droit de prendre, j'ai le droit de rien prendre. Je monte dans un pick-up, on part, on voyage pendant 5 heures dans le désert. Et le soir, je suis amené dans les dunes, dans une prison qui se trouve au cœur des dunes, hein, avec 11 autres prisonniers qui sont enchaînés là, à la taille, aux mains et aux pieds, dans une prison, ce que j'appelle la prison des sables. Et c'est dans cette prison que j'ai rencontré mon compagnon de détention, celui qui va devenir mon compagnon de détention, un Sud-Africain qui est là, lui, depuis 3 ans et demi à ce moment-là, quasiment 4 ans, et qui est Geert Jacobus van Deventer. Les étapes importantes, c'est ce qui va se passer dans la prison des sables et aussi dans la prison, la forêt, on va dire, qui est à 10 minutes de la prison des sables. On nous met dans le sable pendant la saison des pluies, évidemment, c'est mieux d'être dans le sable pour la saison des pluies, puis quand c'est plus la saison des pluies, on vous met dans la forêt. On était avec d'autres prisonniers, on n'était pas seuls. Donc je fais la connaissance de Geert, on est totalement différents. Moi je suis plutôt de taille moyenne, lui c'est une armoire à glace sud-africaine. Moi je suis dans l'idée de m'évader, lui il est résigné, il attend que son gouvernement, sa famille fasse un geste. On est totalement différents. Et en même temps complémentaires. Parce qu'il a un sang-froid et un calme olympien, quoi. Moi je suis plus vraiment dans la colère, donc voilà, le côté je veux sortir de là. Et on va se rendre compte, enfin lui il le savait puisqu'il était là avant moi, mais je vais me rendre compte au bout d'un moment que les prisonniers ils discutent entre eux. Ils discutent. Et je demande à Geert qui est là depuis longtemps, est-ce que tu les connais, ces prisonniers? Et il me dit non, je leur ai jamais parlé. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que les gardes déjà veulent pas, et deuxièmement parce que les gardes me disent qu'ils sont de Daesh et tout, donc tu vois je veux pas. Et je dis mais il faut qu'on leur parle. Et il me dit pourquoi? Parce que je dis imagine qu'ils veulent s'évader demain. Nous, on est là en pleine nuit dans notre tente, ils s'évadent, ils arrivent à dominer les gardes. Qu'est-ce qu'ils font de nous? Et s'ils sont de Daesh, qu'est-ce qu'ils font de nous? Comment on fait? Si on ne peut pas l'anticiper, enfin, tu vois, il faut qu'on sache. Et à partir de là, on commence à discuter avec eux, par des signes, parce qu'eux discutent avec des signes, et en effet, ils ont un plan d'évasion. Et ce plan d'évasion me va très bien, parce que c'est des Touaregs qui connaissent le coin, donc on ne sait pas qui ils sont, mais ça peut être intéressant de faire partie de ce plan pour s'évader avec des gens qui connaissent le coin, quoi, qui connaissent les campements, qui savent parler la langue.
Et va commencer à s'organiser comme ça, des échanges autour de ça, jusqu'à un moment où ça devient de plus en plus concret. Ils ont une clé, ils ont réussi à se procurer une clé, une clé de serrage, pour enlever les boulons des chaînes. Et ils ont besoin de Rert qui n'est pas enchaîné la journée, contrairement à moi, contrairement à eux, qui a une liberté de mouvement la journée, mais qui est enchaîné la nuit, pour pouvoir faire passer cette clé à chacun d'eux et qu'ils puissent délivrer à tour de rôle et puis après pouvoir s'évader. Donc là, on a un choix à prendre. Nous, on est la pièce maîtresse puisqu'on doit amener la clé, donc ça permet d'avoir de l'information. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne mange pas comme eux, on nous a amenés à manger et on deal la bouche contre des informations aussi, en fait, pour essayer d'anticiper, de savoir ce qui va se passer. Et la clé circule grâce à nous. On a les informations qu'on veut, ils sont d'accord, partir avec eux. Il n'y a que 2 motos, comment partir, etc., qui y connaissent. Enfin, on arrange un petit peu tout ça. Et le soir arrive, donc, où ils devraient s'enfuir. Il y en a un qui n'est pas délivré, qui n'a pas eu la clé. Et le lendemain matin, il y a 6 pick-up qui arrivent dans la prison des Sables, qui déménagent tout le monde. Et tout est avorté, tout est noyé. La tentative, je crois que des gardiens ont vu qu'il y avait une intensification des communications. Ils ont dû appeler la hiérarchie qui a fait venir des gens et tout le monde a été éparpillé dans les 4, au coin des dunes, quoi. Ça, c'est la fin de la prison des Sables. On se rend dans la prison de la Forêt où va se passer un peu la même chose, mais avec 2 protagonistes qui, eux aussi, ils attaquent leur chaîne avec des pierres et ils sont en mesure de se délivrer rapidement. Rert est maintenant en mesure, lui, il est libre la journée, mais il est aussi en mesure de se délivrer le soir. Parce qu'il met son doigt, quand ils enchaînent, quand ils viennent l'enchaîner, si vous voulez, vous glissez un doigt, donc ça donne ça d'espace. Ils s'enchaînent, ils croient à eux qu'ils enchaînent, et puis après, quand vous tirez le doigt, donc c'est plutôt lâche, et il peut la faire glisser. Donc lui, il va devenir la courroie de transmission, la personne qui va faire les échanges de communication entre eux et nous. Il se déplace donc la nuit, ce qu'on appelle des visites nocturnes, pour aller les voir et prévoir avec eux comment ça va se passer, pour leur donner de la nourriture aussi. Il le fera aussi, sous ma demande, pour aller parler à des prisonniers autour. Parce que je suis toujours dans cette idée de journalisme et tout, je veux savoir qui y a autour, etc. Bon. Et ces 2 personnes, donc on va les voir, ils vont venir nous voir dans la nuit, et ils s'évadent 3 jours après, sans nous prévenir. Évidemment, on n'est pas super content, hein, même si on espère qu'ils ont réussi. Et ils vont être rattrapés comme moi, vers 11h, midi, en fin de journée. Ça se passe très mal pour eux. Et ça va porter, je crois que c'est ce qui a noyé chez moi le désir d'évasion. Parce que si les Touaregs en sont pas capables, toi, tu n'y arriveras pas. Voilà. Et ça, je crois que ça va tout noyer. 2 février 2022, on part et on va commencer une sorte de... Un peu comme ça s'est passé avec Alassane, une sorte de road movie, mais sur plusieurs mois, jusqu'à octobre 2022. On va aller vraiment dans différents endroits, avec différents djihadistes, différentes attitudes. Une qui va mener... un djihadiste va me tirer dessus à un moment. J'ai des messages maintenant tous les 8 du mois via RFI. Et il s'amuse à singer mon père, les messages de mon père, de ma mère. La tension monte très 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 vite. Il me demande de reculer. Je recule pas. Et il me tire dessus. La balle va rentrer dans le sable juste à côté de moi. Alors là, je tombe... Enfin, ça me choque, quoi. Et à partir de là, je reprends ma mauvaise réputation. Il va dire que j'ai tenté de l'agresser. Et je vais être enchaîné nuit et jour jusqu'à... ça, c'était le 8 mars. Ça s'est arrêté, je crois, en juillet. Ouais. On me donne le Coran, il y a un djihadiste qui a une certaine autorité, qui connaît le Coran par cœur et qui s'est mis dans la tête de me convertir. Moi, j'ai pas d'activité intellectuelle, donc je suis très intéressé par lire le Coran. Et lire le Coran, c'est lire le mode d'emploi, il se réfère à ce bouquin tout le temps. Donc comprendre ce bouquin, je me rends compte très vite dans les débats qu'on a pu avoir et les arguments que je suis pas au point. Et que, en gros, je les comprends pas, je peux pas les comprendre parce que j'ai pas cette clé, quoi. Donc le Coran m'intéresse, pas à but de conversion, mais pour comprendre dans le livre et pour pouvoir argumenter après. Et donc je le lis, ils me donnent que la moitié à ce moment-là, ils m'amèneront un Coran entier plus tard, et ça me permet de briser la glace. Alors, je pense que je passe de là d'un côté actif, une volonté de m'évader, à une volonté peut-être de m'en sortir autrement. Déjà, ça me donne des informations, ça brise la glace, ils sont contents de me voir lire le Coran, ils ont l'espoir que je me convertisse, et donc ils sont plus ouverts à parler avec moi. Et ça me permet d'avoir pas mal d'informations, de discuter, d'apporter des sujets, d'avoir des réponses. Donc ça se passe comme ça, grosso modo, jusqu'à l'automne 2022. Automne 2022, fin octobre, novembre 2022, des djihadistes viennent
et ils me disent, écoute, on est en train de parler aux Français. On est en train de négocier. Ils me le disent comment? C'est un message écrit. Où je pensais que la personne qui l'avait écrit ce message était le chef de zone qu'on voyait souvent. Et j'apprendrai plus tard que c'est le chef lui-même de l'organisation, Yaga Agrali, qui écrit. Et qui m'écrit, écoute, on a des contacts avec les Français, ça peut marcher, fais attention jusque-là. Et juste avant de recevoir ce papier-là, j'avais fait la demande, j'avais réitéré plusieurs fois, durant ce temps, cette interview. Et il finit par cette phrase énigmatique en me disant, nous accéderons, avant que tu sois libéré si tu l'es, à ta demande en termes de communication. C'est comme ça qu'il le dit. Alors j'essaie de faire confirmer, authentifier ça par ces séides, quoi. Je leur demande, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux me mettre dans l'optique que je vais faire une interview avec lui, préparer les questions, donc ça veut dire du papier, un stylo. Moi j'écris, je prends des notes en secret pendant tout ce temps. Et il s'avère que c'est vrai. Et puis en même temps, depuis ça, j'ai un cadi, quelqu'un qui est assez... qui a une sorte de bonne culture islamique, une bonne connaissance des textes, qui vient et qui me... Voilà, c'est le rouleau compresseur, qui veut que je lise, qui me fait voir des vidéos, voilà, ils veulent que je me convertisse. On passe l'année comme ça, il y a un rendez-vous d'importance, j'avais beaucoup de questions au fur et à mesure que je lisais le Coran, et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre aux questions, il y avait des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. C'est assez bizarre, notamment sur la musique, il n'y a pas de trace de ça dans le Coran. Ils me disent que ça vient dans les hadiths, donc ils voient très vite qu'ils ont besoin de m'amener quelqu'un d'important, quelqu'un en tout cas qui connaît les textes pour répondre à toutes ces questions que j'ai. Le 11 février 2022, après mon entraînement, on m'amène en plein désert, ils mettent un tapis, des fruits, ce qui est assez rare, des bouteilles d'eau, et j'ai un homme qui vient me parler. Il ne se présente pas. La première phrase qu'il me dit, c'est « Es-tu prêt à rentrer dans l'islam ?» Alors je dis non, parce que j'ai plein de questions, etc. Et puis il s'assoit pour qu'on réponde aux questions. Ça dure 15 minutes. Et puis après, il sort de sa poche des photos, avec des photos de mes enfants. Et il me dit « Tu sais quoi? On va leur répondre, mais que la famille, pas le gouvernement. Tu vas répondre à tes enfants, tu vas faire une vidéo pour ta famille. » On fait la vidéo. Je suis content, j'ai des photos de mes enfants. Et après, il me dit « Je pense que tu dois me connaître, peut-être ?» Je lui dis non. Il me dit, je t'ai vu au début de ta captivité, mais tu ne m'as pas vu. Il me dit, je suis Sedan Aguita, qui est alors pour ceux qui connaissent, le numéro 2 de l'organisation, le bras droit d'Yaga Agrali. Je suis le Sedan Aguita, et je suis venu te parler pour te dire des choses. Et il m'apprend pas mal de choses. Et il m'apprend que je n'ai pas été invité, bon ça c'est clair. Il ne me connaissait pas. Alors je dis, si vous ne me connaissez pas, pourquoi m'avez-vous kidnappé? On sent que la question pose problème. Mais en tout cas, ce n'est pas eux qui m'ont invité, ça ne venait pas de chez eux, je suis une cible d'opportunité. L'un des gardiens que j'ai bien connu, que j'ai pu interviewer, le Alassane dont j'ai parlé tout à l'heure, ne s'appelle pas Alassane. Il est au cœur même des questions que je me pose, c'est-à-dire c'est la réponse, il est là. Le vecteur des réponses des questions que je me pose, c'est l'assassin des 2 journalistes de RFI, Guylaine Dupont et Claude Verlan, Bagabo. Et il a été tué par les Français, 3 semaines après m'avoir laissé le 15 mai dans la forêt, cette fameuse forêt dont je t'ai parlé. Et c'était l'assassin des 2... Donc j'étais jamais aussi proche de lui, j'ai voulu en parler, jamais voulu m'en parler, je ne voulais pas parler de ces questions-là. Mais j'ai essayé d'avoir une réponse d'autres personnes alors que j'étais, sans le savoir, à côté du principal acteur, de l'assassin lui-même. Je lui demande des questions sur nos cas, moi et Arert. Et il me dit, bon, toi, il me dit, il n'y a rien pour l'instant, mais ça viendra. Il a une certitude là-dessus. Je ne sais pas d'où il la sort, je le sens comme ça. Et pour Hert, il me dit, il y a des petites choses, mais rien de concluant. On se sépare comme ça. C'était le 11 février 2022. Le 7 mars au soir, j'entends à la radio sur RFI que Wassim Nasr, le journaliste de RFI, a interviewé l'émir d'Akhmi, à la Nabi, et que ce dernier a reconfirmé qu'il ne m'avait pas invité et que maintenant la balle est dans le camp des Français. Et quand j'entends ça, alors qu'en novembre on m'a dit qu'il y avait des négociations, je me dis oh là là, elles sont soit au point mort, enfin il n'y a plus de négociations, ou elles sont au point mort, enfin dans tous les cas il y a un problème. Et le temps long, ça augure du temps long ça encore. Le lendemain, sur le camp, un pick-up arrive avec le chef de zone, 2 autres djihadistes, ils me prennent à part, ils me tendent un téléphone avec un document audio que je dois écouter, c'est la voix de Sedan Aguita, qui me dit écoute, Inch'Allah, dans 14 jours, si tout va bien, tu sors. Et nous allons nous préparer pour organiser ce que tu voulais, c'est-à-dire l'interview du chef. Fais des questions courtes, des questions concises et courtes. Il n'aime pas les longues questions des journalistes français. Et prépare-toi. Et là commence un compte à rebours qui est très, très compliqué pour moi. Parce que j'ai entendu dire que des otages ont souvent entendu qu'ils allaient être délivrés, mais ils ne l'étaient pas.
Moi, je suis dans une sorte de construction mentale pour rester à flot tout le temps, et c'est le genre de choses qui peut vous dézinguer, en fait. Trop d'espoir, et puis là, vous n'arrivez pas à reprendre le pas. Et j'ai très, très peur de ça, et en même temps, ça suscite un grand espoir, j'ai envie d'y croire. Je suis un peu au bout de ce que je peux donner aussi en termes de temps de captivité à ce moment-là. Et donc, il y a un compte à rebours, et ils m'ont dit, surtout, ne dis rien à Rert, ne dis rien à lui, et ne dis rien à tes gardes non plus. Et je prends la décision de rien dire à Rert, même si j'ai envie de le lui dire, parce qu'on a 14 jours à faire ensemble. Ça fait, il en est à sa 5e année, je crois, 4e année ou 5e année. Enfin, c'est très dur. Ça serait très dur à vivre, un truc comme ça. Et puis, je ne sais pas si ça va vraiment se faire. Au bout du 13e jour, ils viennent me chercher lui. Ils viennent me chercher lui, c'est lui qui part, et je ne le reverrai plus. Et je me dis, zut, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Parce que ils m'ont dit le message qui lui revenait à lui, quelque part. Et le jour d'après, ils viennent me chercher, et on rentre dans le processus qui va mener à la libération. On part au matin, on vient me chercher très tôt le matin, ça devait être 6h du matin. On me dit, tu ne prends qu'une couverture et ton bidon d'eau. On a tous un bidon de 5 litres d'eau. Tu prends ça avec ça. Et puis moi, j'avais le problème de mes notes, en fait. Depuis quasiment 2 ans, je prenais des notes. Il était hors de question. J'ai réussi à les préserver jusque-là, malgré les intempéries, malgré les alertes, malgré les changements de camp. Il était hors de question que je les laisse. Mais quand je les mettais dans ma poche, c'était bombé, quoi. On les voyait. Donc ça allait poser problème. Donc je ne savais pas trop quoi faire, et je devais prendre qu'une couverture, un bédon. Donc j'ai quand même pris un sac, j'ai mis mes notes dedans, je mets une couverture, et j'y vais, quoi. Et Aboubakrine, quand il voit ça, il me dit, mais t'as pas compris, je t'ai dit, tu prends rien. Et il prend mon sac, il le vide, et les notes tombent, la couverture, etc. Et je prends les notes, je lui montre, je dis, mais ça, je le prends, quoi. Et il me dit, mais pourquoi, c'est quoi? Je dis, mais c'est les photos, tu sais, les lettres, les photos de mes enfants. Et je montre une photo de mon enfant, qui représentait ça sur le contenu, si tu veux. Et puis il y avait le temps, j'imagine, l'explication qui devait sembler valable. Il me dit, ok, allez, c'est bon, on y va. Et j'ai pris les notes comme ça. Et je resterai d'ailleurs les jours suivants, ça a duré 4 jours, tout le processus jusqu'à la libération, de profil, les notes étant là, de profil toujours, jamais à parler face à un djihadiste, pour pas qu'on puisse voir ça. Ça a été un rare moment de paranoïa sur 4 jours, assez énorme. Et donc, il m'amène en moto, on fait une demi-heure de moto, un pick-up nous attend vers des rochers, c'est un autre djihadiste que je connais. Je monte dans le pick-up, et là on roule quelques heures jusqu'à une sorte de grand espace sablonneux. Il y a 4 maisons en dur, on n'en voit pas souvent des maisons en dur en Beauce, des chameaux qui passent, et puis là je vois qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a au moins une vingtaine de djihadistes en armes, prêts et tout. Il se passe quelque chose, on sent qu'il y a des renforts qui viennent, il va se passer quelque chose. Et moi, je me prépare parce que je sais que là, dans peu de temps, normalement, aujourd'hui, demain, le chef doit venir et je dois l'interviewer. Ça fait des journées maintenant que je bosse mes questions et je me suis préparé à ça. Fin d'après-midi, il y a une voiture qui n'est pas comme les autres, c'est pas un pick-up, c'est un Toyota, enfin un Land Cruiser qui arrive avec une escort particulière. Je me dis, c'est bon, ça doit être ça. Et je vois sortir du Land Cruiser Sedan Agita avec un autre homme. Ils saluent les gens qui sont là, et puis ils viennent vers moi. Je vois pas le grand chef. Je m'étonne un peu de ça. On discute un peu, et il me dit, écoute, le grand chef viendra pas. Je dis, ah, pourquoi? Il me dit, il viendra pas. J'ai oublié de dire quelque chose. Quand on m'a annoncé l'audio, on m'a demandé tout de suite après si j'étais prêt à me convertir. Et j'ai dit non. Et je pense que c'est pour ça. Parce qu'on m'avait dit déjà auparavant, tu ne l'intervieweras jamais, il faut être musulman. Je dis, mais s'il fallait que je sois à chaque fois quelque chose quand je fais une interview, vous imaginez, enfin, je sais. Mais chez eux, c'est comme ça. Et je pense que ça, ils ne pouvaient pas se commettre avec un infidèle qui l'interviewe. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Mais ils ont voulu quand même envoyer le bras droit. Et Abdoulaye Gelbaka, donc on parlait. Et il me dit, on l'a amené pour te montrer que ce n'est pas nous qui t'avons invité. Et tu peux lui poser les questions que tu veux. Et j'ai procédé dans les sables avec eux, donc à l'interview de Sedan Agita et de Abdoulaye Gelbaka sur ce qui m'est arrivé, mais pas tellement en fait, sur après les questions que je voulais déplier, que ce soit le conflit avec le IGS, que ce soit sur leur organisation, que ce soit le dialogue avec les Maliens, des tas de questions. Et énormément, un grand pan de ces questions était dédié à l'assassinat de Guylaine Dupont et Claude Verlon. Et là, pareil, même question que m'a fait Alassane Bagagabo, on ne parle pas de ça. J'ai forcé le coup pour l'avoir, ils acceptent de répondre à une seule question. Comment s'est déroulé l'enlèvement? Mais il y avait...
tu vas mieux comprendre ça. En tant que journaliste, c'était pas une interview comme toi tu l'as fait là maintenant. Non. Parce qu'il ne parle pas, enfin, il n'est pas assez dingue qu'il parle français, mais il n'était pas très sûr de lui en français. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est que je pose mes questions. Lui, il les traduit en arabe à Abdoulaye Galbaka qui les note. Ils partent, ils répondent aux questions avec l'autorisation du grand chef, et le lendemain, sur une carte SD, ils mettent un PDF avec les réponses. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas rebondir, on ne peut pas creuser les réponses, on ne peut rien faire. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est de leur dire, écoutez, on va faire ça, d'accord, si vous voulez, mais ce qu'on fait, c'est qu'on repasse mes questions maintenant, et vous me dites en gros ce que vous allez répondre. Comme ça, je sais à quoi m'attendre encore. Et c'est ça qui a été plutôt intéressant, parce que je pense qu'il y a des différences entre ce qu'ils ont répondu et ce off, en fait. C'est ce off où il y a les réponses à des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre à l'écrit, si tu veux. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai procédé à ces 2 interviews. Ils vont après se retirer. Et le lendemain matin, ils ramènent la carte SD. Je leur demanderai des photos. Ils sont assez surpris. Je leur dis, mais c'est pour déjà accréditer le fait que vous m'avez vraiment répondu. Il y a une preuve tangible, photo, que vous étiez là, une photo datée. Et puis, ils me donnent tout ça. Il n'y a pas de souci. Et dans l'après-midi, le lendemain, là où je couche, alors c'est une immense aire, faut imaginer, puis on est sous les arbres, il y a un jeune qui arrive, qui met un tapis à côté de moi, et puis après, il l'amène avec lui une sorte de vieillard, Touareg, en turban, mal en point, qui s'assoit à côté de moi, puis on reste dans le silence, comme ça. Avec toute la place qu'il y a, je me demande pourquoi il l'amène là. Et en fait, ce n'est pas un Touareg, c'est un otage, ça fait 6 ans qu'il est là, et c'est Jeffrey Woodkill, américain, et qui est dans un triste état. Et quand il apprend mon nom, il me saute dessus, et puis il me serre dans ses bras, il se met à pleurer, il devient tout rouge. Je comprends pas, je pense qu'il est fou au départ, ce monsieur. Et il m'explique qu'il a entendu les messages de mes proches à la radio, et il savait qu'il y avait un Olivier Dubois français qui était kidnappé, et lui, il est très pieux. Et il résistait, ça, le pilier de sa résistance mentale pendant sa captivité, c'était la prière. Il priait plus que ses geôliers. Et on se raconte évidemment ce qu'on a traversé. Lui a traversé beaucoup plus, ça a été beaucoup plus violent pour lui. Je pense parce qu'ils l'ont considéré au départ comme un agent de la CIA. Enfin, bon, ça a été très très dur pour lui. Et on va faire les 3 jours de SAS, cette période, j'appelle ça le SAS, moi avant, les 2 mondes en fait, on est une sorte de SAS, ensemble. Donc on va bouger, moi je suis dans la voiture du chef de zone que j'ai vu souvent, et qui se guide sur une carte locale avec des tas de points GPS rouges dessus. Puis on sent qu'on est dans une attente, on s'arrête beaucoup, ils reçoivent un truc, on bouge, point par point, c'est quelque chose comme ça. On passe la dernière nuit, l'après-midi, on s'arrête là où il y a des puits, on ne trouve pas d'eau. J'ai une autre discussion avec Sedan Aguita à ce moment-là. Et le soir, c'est le dernier soir, on nous donne des nouveaux vêtements. Je transfère mes notes dans les nouveaux vêtements. Et le lendemain matin, on part en voiture. On s'arrête pendant 30 minutes, pas loin de la frontière nigérienne. Moi, j'observais tout parce que je voulais voir est-ce que j'allais voir un échange vraiment se dérouler, comment ça se déroule. J'ai pas vu grand-chose. Bon, on voit énormément d'armes armées. J'ai juste vu Sedan Aguita qui avait changé en grand boubou blanc avec une grande enveloppe. C'est tout ce que j'ai vu. Et puis au bout d'un moment, on nous prévient, une voiture va venir, vous montez dans la voiture, on va traverser la frontière, quand le conducteur va vous dire de sortir, vous sortez très 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 vite et la voiture repart. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On traverse la frontière, le mec nous hurle de sortir, on sort avec Jeffrey, on se retrouve en plein désert et on voit au loin 2 militaires français en tenue militaire. Et là, on comprend que c'est fini. On s'approche d'eux et ils nous arrêtent de loin, main porte-voix, et on voit qu'il y a une sorte de formation, enfin une sorte de plateforme, si tu veux, sur le côté, avec comme un box artificiel posé en plein désert. Et il nous indique qu'on doit aller dans le box et qu'on doit suivre les instructions qui a marqué. Il y a 2 sacs, il y a un petit panneau, déshabillez-vous, placez toutes vos affaires dans un sac en plastique, poubelle 1, et prenez les nouvelles fringues dans le sac 2. On fait ça. Ça doit être lunaire comme situation. C'est très très bizarre. Et les fringues, ils ne connaissaient pas notre taille, donc elles étaient trop petites, ça nous arrivait là, les pantalons ne marchaient pas, ils disaient pas grave, avancez quand même, maintenant vous pouvez venir. Mais moi j'ai mes notes et je ne veux pas les laisser dans le sac, et je leur dis, ils me demandent ce que c'est, je dis que c'est pareil, les photos de mes enfants, tout ça, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à les faire sortir, et là elles seront totalement dehors. On a une visite médicale, on est en plein désert, Jeffrey est inquiet, chaque bruit de moteur, tant qu'il n'a pas pris d'un avion et qu'il n'est pas loin, il n'y croit pas, il n'a vraiment pas cru jusqu'au bout. Il est polytraumatisé. Ouais, je pense que c'est ça. Et on se rencontre rapidement que la zone est quadrillée, il y a 4 voitures qui quadrillent le tout. Et je dis, mais comment on part d'ici en voiture? Je dis, non, un avion va venir nous chercher.
les avions de transport, je pense que ce sont des Transal, je ne connais pas trop le nom de ces avions, mais... et cet avion atterrit, vient 45 minutes après, il atterrit en plein désert, très spectaculaire. La porte ventrale s'ouvre et puis on est chargé à l'intérieur et on est parti pour Niamey. Quand tu vois les militaires français, tu comprends que tu vas être libéré. Qu'est-ce que vous vous dites en premier? Genre, Ouais, ils ont été super, les militaires français, franchement, ils nous ont même prévu une sorte d'apéritif et des cacahuètes, il y avait des jus à boire, enfin, l'accueil était super bienveillant, vraiment super. Du moment où on a été pris en main. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi les premiers mots, tu te rappelles? Bon, moi, je me souviens bienvenue à la maison, quoi. Des blagues, pour adoucir l'atmosphère. Ils ont été vraiment... Non, moi, je me souviens qu'il y a une prise en main très, très sympathique, très bienveillante. Des gens qui vont sortir de l'avion aussi, d'ailleurs. Ça faisait du bien à ce moment-là, en fait, parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. On est un peu... Et puis, il y a beaucoup de bruit. Tu dois pas savoir interagir. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de poussière. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et ça a été un retour en douceur en France. On sent qu'on est pris dans un... Je sais pas comment dire ça, dans une sorte de couloir ouaté, sécurisé. La France vous reprend en main, quoi. Vous le sentez bien. Moi, je l'ai senti à ce moment-là. Du moment où on a quitté... Moi, c'est marrant, bizarrement, du moment où on était arrivé 4 jours avant, là, dans le début du SAS, j'avais plus l'inquiétude que j'avais avant. Je me disais, ça peut pas ou difficilement être annulé, quoi. Ouais. Alors, bon. Et j'étais assez confiant. Mais oui, c'est vrai, il y a tout ce moment où on arrive, où il y a l'armée et tout, c'est vraiment pris en main, quoi. C'est vraiment, tout est fait, vous voyez un psychologue après, enfin, tout est vraiment bien fait. Ce qui est super choquant, c'est vous passez du rien au tout, du silence au bruit, de l'agitation calme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait... Il y a trop de bruit, trop de gens, trop de lumière, trop de questions, la bouffe est différente. C'est tout ça qui fait vraiment bizarre. Donc là, cet avion, il t'amène où? À Niamey, okay. Dans le camp de base français à Niamey. Là, d'autres visites médicales, on peut manger, on a pu se doucher, d'autres vêtements plutôt à notre taille cette fois-ci. T'as pu appeler ta famille? Comment ça se passe? Très rapidement, ouais. On me donne un téléphone, je peux garder ce téléphone jusqu'à Paris. On a des personnes qui nous accompagnent jusqu'à Paris et rentrer dans le téléphone le numéro de mon père, ma mère. Donc, franchement, c'est très pro, très bien fait. C'est très bien encadré. Et alors, du coup, quand tu récupères ce téléphone, tout de suite, t'appelles ta compagne? Non, pas dans le désert. En arrivant encore à Niamey, ouais. Et puis après, à l'ambassade, parce que j'ai passé la nuit à l'ambassade de France au Niger. Là, j'ai eu mes parents, j'ai eu ma compagne, j'ai eu le président de la République aussi, pour caler ce qui allait se passer, ce qui devait se passer le soir et qui se passera en fait le lendemain. Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment? Enfin, évidemment, pleure, si c'est indiscret, j'avais les larmes aux yeux parce que on y a beaucoup pensé quand on l'a fantasmé, et puis c'est effectif. Et puis c'est quelqu'un qui vous avait pas parlé depuis des années. Enfin, c'est entrecoupé. Enfin, je veux dire, c'est très émotionnel. Il n'y a pas beaucoup de phrases, il y a beaucoup d'émotions, quoi. Hein, et puis on est très pressé de se voir. Et puis on cale comment ça va se passer demain. Les enfants arrivent quand? Parce que pour moi, ils sont à Bamako. Et ça aussi, c'est pris en charge par le gouvernement français qui va les acheminer jusqu'à Paris. Ils seront là le lendemain. Tu te rappelles de ce que tu as dit en premier? C'est moi, ou je crois, un truc comme ça. Ça doit être c'est moi. C'est moi. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est beaucoup d'émotions et peu de phrases quand on a dû très peu échanger, beaucoup soupirer, pleurer. Ouais. Et elle te passe tes enfants ou pas? Non. D'ailleurs, les enfants, on avait aussi le souci de les mettre un peu à l'abri par rapport à ça. Parce que ça peut... Et ouais, voilà, c'est ça qui se passe. Moi, il faut voir que je suis aussi à côté de mes pompes. Hein. Je suis totalement crevé. Mais ça doit être, tu dois être déphasé complètement. Ouais, totalement, oui. Tout se fait sur l'adrénaline. Même le lendemain, à Vélizyville à Coublé, on a l'impression que je suis crevé. Hein. Je suis vraiment... Quand tu descends de l'avion, qu'est-ce qui se passe?
Ah, il y a une grosse appréhension, il y a une grosse excitation de voir, revoir mes enfants, de revoir mes parents, de voir ma compagne. Quand on arrive à Vélizy-Villacoublay, je les vois en fait. On voit je vois le président, je vois mes parents, et puis l'endroit où sont mes enfants. Normalement, je vois tout ça. Et là, il y a une excitation. Enfin voilà, c'est assez Ton énorme. cœur, il devait exploser. Voilà, et la porte quand elle s'ouvre évidemment, puis c'est vraiment acté là pour le coup quand vous foulez ce premier pas sur le tarmac de Vélizy-Villacoublay, c'est la liberté en fait. Je suis en France, je suis safe, c'est fini, c'est derrière moi à partir de là. Je pense que je suis sur un fil suspendu parce que je suis ultra crevé, je suis super fatigué et hyper content, hyper heureux d'être là. C'est la fin de toute cette séquence. C'est la fin de la captivité vraiment actée, c'est fait. Parce que quand t'atterris, on est d'accord, tu vois pas tout de suite, c'est pas ta famille que tu vois en premier. Non, je vois ma sœur, ma mère, il y a mon père qui est là, il y a le président. Et après, on se dirige vers ce salon où m'attend ma compagne et mes enfants. Ce qui est extraordinaire, ce dont je me souviens, parce que les souvenirs sont vraiment fugitifs sur ce moment-là, même si on questionne beaucoup dessus, c'est la reconnexion avec mes enfants. Elle a fait un très très bon travail, Déborah, pour les préserver de ça. On a repris les choses là où on les avait laissées. Il y a pas, je ne me souviens pas d'avoir connu ce moment de gêne ou d'hésitation un peu parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps et tout, etc. Tout s'est clac réemboîté d'un seul coup. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a qui m'a rendu le plus heureux, quoi. Les retrouver comme ça, comme si de rien n'était. Parce que j'avais cette peur, moi, des blessures dues à la captivité, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, qui vous écartent de vos enfants, qui font que vous pataugez, vous avez besoin. Ok, papa, tu lui as fait la bise, mais on va l'isoler un peu, il a besoin de soins avant que tu le revoies. Ton papa n'est pas exactement le même. Je voulais pas de choses comme ça. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, je veux dire, ça s'est passé comme ça, comme je voulais. Et je crois que ça m'a vachement rendu heureux, quoi. On n'a pas perdu de temps, malgré ces 2 ans. Et tout de suite, eux, tout de suite, ils ont reconnecté avec toi. Ouais, ça s'est reconnecté facilement. Couru dans les bras et tout. Ouais. Et ça, surtout pour Gigi est plus grande, c'est une ado, donc elle a géré autrement, évidemment, mais pour un petit enfant, il avait 7 ans à cette époque-là. C'est plus, voilà, c'était important. Et ça s'est passé comme ça, donc génial. Et toi, tout de suite, tu as réussi à te remettre dans ton rôle de papa? Non, ça a pris du temps. J'étais avec mes enfants, après, moi j'étais entre 2 mondes, quoi. Ça va prendre des mois, hein, à revenir dans sa propre vie, à mettre derrière soi ce qu'il y a eu pendant 2 ans. Je pense que ça m'a mis 6 mois à peu près. C'est à la rentrée 2023 que ça commence à aller mieux, septembre 2023. Mais avant c'était un peu compliqué, évidemment. On a d'autres réflexes, le corps est rentré, mais pas l'esprit, quoi. Moi j'ai mis du temps à me retrouver le sommeil, c'était compliqué. Voilà, on va pas donner beaucoup plus de détails, évidemment. Là, cette discussion, il n'y a même pas 10% de tout ce qui a pu t'arriver et que tu racontes dans le livre. Donc, je vous recommande fortement d'acheter ce livre. Merci beaucoup, merci en à tout toi. cas, Merci d'avoir pris le temps. Puis d'avoir ce format, on peut parler longuement, et c'est toujours bien dans ce genre de cas complexes. Mais quelle histoire. Quelle histoire, putain, c'est dingue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, j'espère que le témoignage d'Olivier vous a donné envie de lire son livre. Il est sorti aux éditions Michel Lafon. Je vous le recommande parce que ce genre de témoignage, c'est rare et précieux. Et forcément, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'on fait le même métier. Mais je pense que quand même, tout le monde peut se retrouver dans une partie du récit d'Olivier. Donc foncez l'acheter ou le commander chez votre libraire. Avant de vous quitter, je voulais vous recommander la chaîne YouTube de la journaliste Justine Rex. J'ai la chance de travailler avec elle déjà sur ma chaîne. Elle m'aide à réaliser mes vidéos et elle est super forte pour trouver des idées de reportage originales et intéressantes. C'est d'ailleurs le cas de sa première vidéo pour laquelle elle a enquêté sur le commerce illégal de viande de brousse en France. Pour ceux qui ne le savent pas, la viande de brousse, c'est celle qui provient des mammifères, des reptiles, des oiseaux qu'on peut retrouver dans la jungle, la savane ou encore les zones humides, comme par exemple des serpents, des antilopes, les pangolins ou encore des singes. Et c'est ce que Justine a fait. Elle a essayé d'acheter de la viande de singe à Paris. Bref, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, surtout qu'il y a un petit twist dans sa vidéo. Donc foncez la voir, je vous mets un lien en description. Merci encore pour votre soutien, à très vite.